Parfois, la vie vous offre une seconde chance au moment où vous avez cessé d'en demander une. Pour Monique Dubois, 61 ans, cette chance se présenta sous la forme d'une vieille maison de campagne provençale abandonnée, acquise lors d'une vente aux enchères publiques. Personne ne pouvait expliquer pourquoi la propriété n'avait ni arriéré d'impôts, ni héritier, ni aucune condition suspensive. Elle était simplement à elle. La maison était en ruine, usée par des années de négligence, mais elle offrait à Monique quelque chose de précieux, un nouveau départ. Le deuxième soir, elle ouvrit un vieux puits en pierre derrière la maison. À l'intérieur, elle découvrit une sacoche en cuir contenant des lettres, des photographies et le journal d'une personne disparue 70 ans plus tôt. Qu'est-ce qui était caché dans ce puits, et pourquoi était-elle destinée à le trouver? Monique Dubois avait passé 32 ans mariée à un homme qui la regardait comme on regarde un meuble familier. Fiable, sans intérêt, facile à ignorer. Henri Duval n'était pas cruel. Il n'avait jamais levé la voix ni la main. Il existait simplement à ses côtés dans leur maison d'Aix-en-Provence, lisant son journal au petit déjeuner, regardant la télévision après le dîner, offrant un grognement occasionnel en guise de reconnaissance lorsqu'elle parlait. Quelque part au cours de la 3e décennie de leur mariage, Monique avait cessé d'attendre plus. Elle avait accepté que c'était à cela que ressemblait la vie lorsque la romance s'estompait et que les enfants grandissaient et quittaient la maison. Elle travaillait comme guichetière à la banque locale provençale, un poste qu'elle occupait depuis 23 ans. Le travail était stable, prévisible. Elle connaissait ses clients par leur nom, traitait leurs dépôts et leurs retraits avec une efficacité rodée, et rentrait chez elle chaque soir sans se sentir ni satisfaite ni insatisfaite. C'était simplement ce qu'elle faisait. Ses 2 enfants, tous 2 dans la trentaine, vivaient loin et appelaient peut-être une fois par mois, des conversations brèves et obligatoires qui la laissaient plus seule qu'avant. Le matin où elle vit l'avis de vente aux enchères dans le quotidien de Provence, elle était assise à la table de la cuisine avec son café, écoutant d'une oreille distraite Henri se plaindre des impôts fonciers. La petite annonce était nichée dans les dernières pages, facile à manquer. Vente aux enchères publiques, propriété abandonnée, Beauvallon, Provence. Sans prix de réserve, sans arriéré d'impôts. Samedi, 10 heures. Quelque chose dans ces mots attira son attention. Sans arriéré d'impôts. Sans prix de réserve. Cela semblait trop simple, trop net. Elle découpa l'avis avec des ciseaux de cuisine et le glissa dans son portefeuille, sans trop savoir pourquoi. Pendant 3 jours, elle porta cette coupure avec elle. Elle la sortait pendant sa pause déjeuner, la dépliait, la relisait. Henri ne lui demanda jamais ce qu'elle regardait. Il ne lui demandait plus grand-chose. Le jeudi soir, elle annonça qu'elle se rendait à Beauvallon pour la vente de samedi. Henri leva les yeux de son journal avec une légère surprise. « Pourquoi faire » demanda-t-il. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « J'ai juste besoin de voir ce que c'est. » Il haussa les épaules et retourna à sa lecture. Ce fut l'étendue de leur conversation à ce sujet. Le samedi matin arriva, frais et clair. Monique quitta la maison avant l'aube, conduisant sa vieille Renault 4 pendant plusieurs heures à travers les routes sinueuses qui serpentaient entre des forêts de pins sylvestres et s'ouvraient sur des vallées où la lumière matinale s'étirait comme du miel. Elle avait toujours aimé cette partie de la Provence, la façon dont la terre semblait respirer, vaste et sans hâte, le parfum du thym et du romarin flottant dans l'air. Elle s'arrêta une fois pour un café dans un petit relais routier à Sisteron, où une serveuse aux yeux bienveillants lui demanda si elle voyageait loin. « Beauvallon, » dit Monique. « Il n'y a pas grand-chose là-bas, » répondit la serveuse. « Mais la campagne est jolie. » Elle l'était. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans les plateaux, le paysage s'ouvrait autour d'elle. Les montagnes se dressaient au loin comme des sentinelles patientes. Le ciel s'étendait, large et bleu, ininterrompu à l'exception de quelques nuages épars. Monique sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, une tension qu'elle ne savait pas qu'elle portait. Ici, elle n'était personne, juste une femme conduisant à travers la campagne. C'était comme la liberté. La vente aux enchères se tenait sur le parking de la mairie de Beauvallon, un modeste bâtiment en briques qui semblait dater des années 1920. Une quinzaine de personnes étaient rassemblées autour d'une table pliante où un greffier en costume marron brassait des papiers. La plupart des participants ressemblaient à des locaux, des agriculteurs en jeans usés et chemises de travail. Quelques retraités, un jeune couple qui semblait plus curieux que sérieux. Le commissaire-priseur, un homme nerveux avec une moustache, commença à annoncer les propriétés. La plupart étaient des parcelles de terre, quelques bâtiments délabrés,
rien qui ne suscite beaucoup d'intérêt. Puis il lut la description qui était apparue dans le journal. Parcelle 447B, maison de campagne abandonnée, environ 65 hectares. Structures incluses. Pas de privilèges, pas d'arriérés d'impôts. Vendu en l'état. Il commença les enchères à 500 €. Monique leva la main avant de pouvoir y réfléchir. 500 €, reconnut le commissaire-priseur. Un agriculteur au fond leva la main. 750. Le cœur de Monique battait la chamade. 1000. L'agriculteur secoua la tête et recula. Personne d'autre n'enchérissait. Le commissaire-priseur regarda autour de lui, leva son marteau. Adjugé à la dame au gilet bleu pour 1000 €. C'est ainsi que Monique devint propriétaire d'une maison qu'elle n'avait jamais vue. Le greffier traita les documents avec une efficacité bureaucratique. Il lui tendit un acte de propriété, un trousseau de clés et une carte dessinée à la main avec les indications pour se rendre à la propriété. C'est à environ 20 km au nord, dit-il. Inhabité depuis longtemps. Je ne peux pas vous dire dans quel état elle se trouve. Monique le remercia et retourna à sa voiture, serrant l'acte de propriété comme une bouée de sauvetage. Elle resta assise derrière le volant un long moment, fixant son nom, tapé sur le document officiel. Monique Dubois, unique propriétaire. Elle sentit une vague de panique. Que avait-elle fait? Elle venait de dépenser 1000 €, de l'argent qu'elle avait économisé pendant des années sur des chèques d'anniversaire et de petites primes, pour une terre sur laquelle elle n'avait jamais mis les pieds. Henri penserait qu'elle avait perdu la tête. Mais sous la panique, il y avait autre chose. De l'excitation, des possibilités, le sentiment qu'elle venait de faire quelque chose qui lui appartenait entièrement. Elle suivit la carte vers le nord de Beauvallon, tournant sur un chemin de gravier qui serpentait à travers la garrigue. Du bétail paissait dans des champs lointains. Le paysage était sobre et magnifique, tout en herbe fauve et en chêne vert sous ce large ciel provençal. Après 15 kilomètres, le chemin de gravier se rétrécit en un chemin de terre, puis devint à peine plus que 2 ornières à travers la prairie. Elle conduisit lentement, sa voiture rebondissant sur le sol inégal jusqu'à ce qu'elle franchisse une petite colline et la voie. La maison se trouvait dans une petite vallée, abritée sur 3 côtés par de basses collines. C'était une structure en bois à 2 étages, la peinture ocre s'écaillant en longues bandes, le porche s'affaissant à une extrémité. Les clôtures qui avaient autrefois délimité les pâturages gisaient effondrés, leurs poteaux inclinés comme des dents cassées. Une grange se tenait à gauche de la maison, son toit effondré d'un côté. Tout était touché par la décadence, mais l'ossature de l'endroit était encore là. Ça avait été quelque chose autrefois. Ça pourrait redevenir quelque chose. Monique se gara dans les herbes hautes près de la maison et sortit dans le silence. Le vent soufflait dans la vallée, transportant l'odeur du thym et de la terre sèche. Aucun autre son ne lui parvenait. Pas de voiture, pas de voix, pas de bourdonnement d'électricité, juste le vent, l'espace et le silence. Elle monta prudemment les marches du porche, testant chaque planche avant d'y mettre son poids. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Elle la poussa et entra. L'intérieur sentait la poussière et le temps. La lumière du soleil filtrait à travers les fissures des murs, illuminant des particules de poussière en suspension dans l'air. La pièce principale était grande, avec une cheminée en pierre contre un mur et de larges planches de bois qui grinçaient sous ses pieds. À gauche, une porte menait à ce qui avait été une cuisine. À droite, un escalier montait au 2e étage. La maison était vide. Pas de meubles, pas de vestiges de ceux qui avaient vécu ici en dernier, juste des pièces nues et le silence. Monique se déplaça lentement dans l'espace, passant sa main sur les murs en plâtre rugueux. Malgré la négligence, la structure semblait solide. Les planchers étaient déformés, mais solides. La cheminée avait encore sa grille en fer forgé. À l'étage, elle trouva 3 chambres, chacune petite et sobre, leurs fenêtres offrant des vues sur la vallée et les collines au-delà. Elle resta longtemps à l'une de ces fenêtres, regardant les ombres se déplacer sur la terre alors que les nuages passaient au-dessus. Cet endroit semblait différent de tout ce qu'elle avait connu. Il n'était pas joli au sens conventionnel du terme. Il était usé, fatigué, marqué par l'abandon, mais il était à elle, et debout ici, seule dans cette maison vide, elle se sentait plus présente dans sa propre vie qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le soir approchant, elle parcourut la propriété. La grange était irrécupérable, mais la maison pouvait être restaurée avec du travail et de l'argent.
Les clôtures devraient être remplacées. La terre elle-même semblait bonne, un pâturage vallonné avec un petit ruisseau traversant l'extrémité est. Elle longea ce ruisseau, suivant son cours sinueux, jusqu'à ce qu'elle se retrouve derrière la maison, où le sol s'élevait légèrement. C'est alors qu'elle vit le puits. Il était vieux, construit en pierre de taille, s'élevant à environ 1 mètre du sol. Un couvercle en bois reposait sur le dessus, gris et déformé par l'âge. Monique s'approcha lentement, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle s'agenouilla à côté du puits et essaya de soulever le couvercle. Il était coincé, le bois gonflé et bien calé. Elle s'y acharna, faisant levier avec ses doigts, jusqu'à ce qu'il cède finalement avec un grognement. L'ouverture était sombre, d'environ 1 mètre de diamètre. Elle ne pouvait pas voir le fond. Elle laissa tomber un caillou et l'entendit éclabousser quelques secondes plus tard, il y avait donc encore de l'eau en bas. Elle se pencha sur l'ouverture, scrutant l'obscurité, et c'est alors qu'elle le vit. Une forme, quelque chose de sombre et de rectangulaire, coincé sur un rebord à environ 2 mètres de profondeur. Monique chercha quelque chose pour l'atteindre. Elle trouva un vieux piquet de clôture et l'utilisa pour accrocher l'objet, le tirant lentement vers le haut. C'était lourd, résistant. Elle travailla avec précaution, craignant qu'il ne glisse et ne tombe plus profondément. Après plusieurs minutes d'efforts patients, elle réussit à le soulever assez haut pour le saisir avec ses mains. C'était une sacoche en cuir, brun foncé, et étonnamment intacte malgré son séjour dans le puits. Le cuir était doux, bien huilé, et les boucles en laiton, bien que ternies, fonctionnaient encore. Monique s'assit sur l'herbe, la sacoche sur ses genoux, son cœur battant fort. Elle la ramena à la maison. La nuit tombait, et elle n'avait pas d'électricité. Elle trouva des bougies dans sa voiture. Elle avait emballé quelques provisions, incertaine de ce qu'elle trouverait ici, et les plaça autour de la cuisine. À leur lumière vacillante, elle ouvrit la sacoche. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des photographies et 2 petits carnets. Les papiers étaient des lettres écrites d'une écriture soignée sur du papier jauni. Les photographies montraient une jeune femme, d'une 20aine d'années peut-être, avec des cheveux sombres et des yeux sérieux. Sur une photo, elle se tenait devant cette même maison, sa main posée sur une rampe de Porsche qui était encore intacte. Elle portait une robe simple et regardait directement l'objectif avec une expression que Monique ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, quelque chose entre l'espoir et la lassitude. L'un des carnets était un journal intime. Sa couverture en cuir était gravée des initiales ML. Monique l'ouvrit avec précaution. La première entrée était datée du 3 avril 1952. « Je suis arrivée à Beauvallon aujourd'hui », commençait-elle. « Les montagnes ici ne ressemblent en rien à la Bretagne. Tout est si ouvert, si exposé. Je ne sais pas encore si cela m'effraie ou me libère. Je commence à enseigner lundi. L'école est petite, une seule pièce pour toutes les classes, mais les enfants semblent avides d'apprendre. Je pense que je peux être heureuse ici. Je pense que je peux construire quelque chose. » Monique lut plusieurs entrées, chacune révélant un peu plus sur la femme qui les avait écrites. Elle s'appelait Martine Leclerc. Elle était venue de Bretagne pour enseigner. Elle écrivait sur ses élèves, sur le paysage, sur son installation dans une petite chambre louée en ville. Sa voix était réfléchie, pleine d'espoir, teintée de solitude. Puis, dans les entrées de la fin de 1951 et du début de 1952, le ton changea. Elle commença à écrire sur quelqu'un qu'elle appelait P. Les entrées devinrent plus personnelles, plus émotionnelles. P m'a retrouvée après l'école aujourd'hui. Nous avons marché le long du ruisseau. Je sais que c'est dangereux, mais je ne peux rien contre ce que je ressens. Il me fait croire qu'il y a une place pour moi ici, que je ne suis pas juste de passage. Les entrées ultérieures devinrent anxieuses. P dit que sa famille n'approuvera pas. Je lui ai dit que je m'en fichais, mais je vois l'inquiétude sur son visage. Il a peur d'eux. Les dernières entrées que Monique lut cette nuit-là dataient du printemps 1952. Je porte son enfant. Je le lui ai dit aujourd'hui. Il est devenu pâle, n'a pas parlé pendant un long moment. Puis il m'a serré dans ses bras et a promis que nous trouverions un moyen. Mais je vois la peur en lui. Je la sens en moi. Que ai-je fait ? Monique ferma le journal, ses mains tremblant légèrement. Elle regarda de nouveau les photographies. Le visage de Martine, éternellement jeune, éternellement incertain. Puis elle remarqua quelque chose qu'elle avait manqué auparavant.
Parmi les objets dans la sacoche se trouvait une petite boussole en laiton, ternie mais belle, avec les initiales ML gravées sur sa face. L'aiguille de la boussole pointait vers le nord-est. Stable et sûr. Monique resta assise à la lueur des bougies, tenant la boussole, sentant le poids de la vie de cette étrangère entre ses mains. Elle ne savait pas ce qui était arrivé à Martine Leclerc, pourquoi ses affaires avaient été cachées dans un puits, ou pourquoi cette maison était restée vide si longtemps, mais elle sut avec une certitude soudaine qu'elle était censée le découvrir. Dehors, la nuit provençale s'installa sur la vallée. Des étoiles apparurent en grand nombre, plus que Monique n'en avait jamais vu à Aix-en-Provence. Le vent soufflait dans l'herbe avec un son de respiration. Et Monique Dubois, qui était venue ici ne cherchant rien de plus qu'un changement, réalisa qu'elle avait trouvé un mystère et peut-être un but. Monique passa la nuit dans sa voiture, enroulée dans une couverture qu'elle avait apportée de la maison, trop agitée par sa découverte pour tenter de retourner à Aix. Elle se réveilla à l'aube, raide et froide, et s'assit sur le siège avant, regardant la lumière se répandre sur la vallée. La maison semblait différente au soleil du matin, moins hantée, plus simplement abandonnée. Mais le poids de ce qu'elle avait trouvé pesait sur ses pensées. Elle étala les photographies sur le tableau de bord, les étudiant à la meilleure lumière. Il y en avait 5 au total. 3 montraient Martine seule, une devant la maison, une debout à côté d'une clôture qui n'existait plus, et une à l'intérieur de ce qui semblait être une salle de classe. Sur cette dernière photo, elle était entourée d'enfants, sa main posée sur l'épaule d'une jeune fille, son expression chaleureuse et sans défense. La 4e photographie montrait Martine debout au même endroit que la première, devant la maison, mais cette fois, elle était visiblement enceinte, sa main reposant sur le gonflement de son ventre. La photo avait été prise sous le même angle, mais quelque chose n'allait pas. Sur le côté droit de l'image, là où l'épaule de Martine se terminait, il y avait une ligne verticale nette. Quelqu'un avait coupé la photographie. Une personne se tenait à côté d'elle, et cette personne avait été délibérément retirée. La 5e photographie était de la maison elle-même, prise de loin, montrant toute la propriété avec ses clôtures intactes et la grange encore entière. Elle avait l'air entretenue, habitée, une exploitation en activité, pas la ruine qu'elle était devenue. Monique examina de plus près la photographie coupée. Elle pouvait voir le léger bord d'une ombre tombant sur Martine, une ombre qui devait avoir été projetée par celui qui avait été coupé. Le mystère de la chose la troublait. Qui se tenait à côté de Martine? Et pourquoi quelqu'un avait-il jugé nécessaire de l'effacer? Elle rassembla les photographies, le journal et la boussole, les remit soigneusement dans la sacoche et la verrouilla dans son coffre. Puis elle se rendit à Beauvallon, arrivant juste au moment où la ville se réveillait. Beauvallon était petite, peut-être 800 habitants, construite autour d'une seule rue principale avec une poignée de commerces, un bistrot, une épicerie, un bureau de poste qui servait aussi de bibliothèque municipale, une station-service et quelques autres boutiques qui semblaient être là depuis les années 1950. Monique se gara devant le bistrot et entra. L'intérieur était chaleureux et sentait le café et le lard. Quelques habitués étaient assis au comptoir, des agriculteurs pour la plupart, à en juger par leurs vêtements. Une serveuse d'une 50aine d'années leva les yeux et sourit. « Bonjour. Asseyez-vous où vous voulez. » Monique choisit une banquette près de la fenêtre et commanda un café et des tartines. En attendant, elle étudia la ville à travers la vitre. Elle avait l'aspect usé et confortable d'un endroit où tout le monde connaissait tout le monde, où les routines étaient profondes et les étrangers se remarquaient. Elle était définitivement une étrangère ici. Quand la serveuse apporta son café, Monique demanda « Y a-t-il quelqu'un en ville qui connaît l'histoire locale, les vieilles propriétés, ce genre de choses ?» La serveuse réfléchit. Marie Bernard dirige la bibliothèque. Elle a vécu ici toute sa vie, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Mais je vous préviens, elle ne partage pas grand-chose avec les étrangers. Je tenterai ma chance, dit Monique. Où puis-je la trouver? La bibliothèque est dans le même bâtiment que le bureau de poste. Elle devrait ouvrir à 9 heures. Monique la remercia et mangea lentement, regardant l'horloge au-dessus du comptoir. À 9h05, elle descendit la rue jusqu'au bureau de poste. La bibliothèque occupait 2 pièces à l'arrière du bâtiment, des étagères bondées de livres qui semblaient être là depuis des décennies. Une femme était assise à un bureau près de la fenêtre, des lunettes de lecture perchées sur le nez, travaillant sur une pile de papier. Elle avait peut-être 75 ans, mince et aux traits vifs, avec des cheveux gris tirés en chignon. « Excusez-moi, dit Monique. Êtes-vous Marie Bernard ?
La femme leva les yeux, son expression neutre. C'est moi. Puis-je vous aider? Je l'espère. Je m'appelle Monique Dubois. Je viens d'acheter la vieille maison de campagne au nord de la ville, celle de la vente aux enchères d'hier. Quelque chose changea sur le visage de Marie. Pas tout à fait de l'alarme, mais une fermeture, une méfiance. Je me demandais si vous pouviez me dire quelque chose sur son histoire. Qui en était le propriétaire? Pourquoi a-t-elle été abandonnée? Marie posa lentement son stylo. Cet endroit est vide depuis aussi longtemps que je me souvienne. Personne n'en parle beaucoup. Mais quelqu'un a dû y vivre autrefois. La maison est vieille. Il y a des fondations pour d'autres bâtiments. Probablement, dit Marie. Beaucoup de fermes ici ont démarré et ont échoué. Les gens sont partis. C'est tout ce qu'il y a à dire. Monique sentit l'évasion, le flou délibéré. Elle sortit la photographie de Martine de son sac, celle la montrant devant la maison, et la posa sur le bureau. J'ai trouvé ceci à la propriété. Reconnaissez-vous cette femme? La réaction de Marie fut immédiate et sans équivoque. Son visage devint pâle. Elle fixa la photographie pendant plusieurs secondes, puis la repoussa vers Monique, comme si elle brûlait au toucher. Où avez-vous eu ça? Je vous ai dit que je l'avais trouvée à la maison. Vous devriez laisser ça tranquille. La voix de Marie était tendue maintenant, à peine contrôlée. Vous devriez laisser tout ça tranquille. Pourquoi? Que s'est-il passé là-bas? Rien qui ne vous concerne. Marie se leva brusquement. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire. S'il vous plaît, dit Monique, je veux juste comprendre. Certaines histoires ne sont pas faites pour être déterrées, Madame Dubois. Vous feriez bien de vous en souvenir. Marie passa devant elle pour se rendre dans l'arrière-salle et ne revint pas. Monique resta là un moment, ne sachant que faire. La réaction avait été si forte, si viscérale. Quoi qu'il se soit passé dans cette maison, ce n'était pas oublié. C'était activement caché. Elle quitta la bibliothèque et se tint sur le trottoir, considérant ses options. Un homme était assis sur un banc devant l'épicerie, la soixantaine peut-être, avec des cheveux grisonnants et l'air buriné de quelqu'un qui avait passé sa vie en plein air. Il la regardait avec une curiosité non dissimulée. Monique s'approcha. « Excusez-moi. Je cherche des informations sur une vieille maison au nord de la ville. Celle qui a été vendue aux enchères hier. » L'homme l'étudia un instant, puis hocha la tête. « J'ai entendu dire que vous l'aviez achetée. Les nouvelles vont vite ici. Je commence à m'en rendre compte. Connaissez-vous quelque chose sur la propriété? » Il resta silencieux un moment, puis désigna le banc. « Asseyez-vous. Je m'appelle Pierre Martin. » Monique s'assit, et Pierre regarda la rue comme pour rassembler ses pensées. « Mon grand-père a travaillé sur cette propriété au début des années 50. Il n'en parlait pas beaucoup, mais je me souviens de quelques petites choses, dit-il. Il y avait une femme qui y vivait seule pendant un certain temps. Une institutrice. Puis un jour, elle est juste partie, a disparu. Personne ne savait où elle était allée, ou s'ils le savaient, ils ne l'ont jamais dit. Quel était son nom? Il ne l'a jamais mentionné. Il l'appelait juste l'institutrice. Mais il avait toujours un air triste quand il parlait d'elle. Comme si quelque chose de mal s'était passé. Monique lui montra la photographie. Est-ce que c'est elle? Pierre la prit avec précaution, la tint près de lui. Son expression s'adoucit. Ça pourrait être. Ça correspond à l'époque. Où avez-vous trouvé ça? Dans un puits derrière la maison. Il y avait une sacoche avec des lettres et un journal. Son nom était Martine Leclerc. Pierre rendit la photo, la mâchoire serrée. Martine Leclerc. Je m'en souviendrai. Il resta silencieux un moment, puis dit, si vous prévoyez de creuser dans cette affaire, vous devez savoir que la ville ne vous aidera pas. Quoi qu'il se soit passé à l'époque, les gens ont décidé de le garder enterré. Mais je vais vous dire quelque chose que mon grand-père a dit une fois. Il a dit que cette femme méritait mieux que ce qu'ils lui ont donné. Je me suis toujours demandé ce qu'il voulait dire par là. Qui sont-ils? Demanda Monique. Pierre la regarda dans les yeux. Ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui décident de ce qui doit être rappelé et de ce qui doit être oublié. Il se leva lentement.
Si vous avez besoin d'aide pour consulter les archives de la mairie ou retrouver des informations, j'ai du temps. Je travaillais dans l'arpentage avant de prendre ma retraite. Je connais bien la mairie. Pourquoi m'aideriez-vous? Demanda Monique. Pierre sourit légèrement. Parce que mon grand-père l'aurait voulu. Et parce que je suis fatigué des secrets. Monique sentit une vague de gratitude. J'apprécierais beaucoup. Ils échangèrent leur numéro de téléphone, et Pierre promit de la retrouver à la mairie le lendemain matin. En retournant à sa voiture, Monique sentit que les pièces commençaient à s'assembler. Elle avait un nom maintenant, Martine Leclerc. Elle avait des photographies et un journal. Elle avait quelqu'un de disposé à l'aider à chercher. Et elle avait la certitude que ce qui était arrivé à Martine n'était pas seulement oublié. C'était activement dissimulé. Elle retourna à la maison de campagne et passa l'après-midi à lire davantage du journal de Martine, assise sur les marches du porche au soleil. Les entrées devenaient de plus en plus anxieuses à mesure que le printemps cédait la place à l'été en 1952. Martine écrivait qu'elle se sentait observée, sur des voitures étranges qui passaient lentement devant l'école, sur P qui devenait distant et craintif. Il dit que sa famille sait, écrivit-elle en juin. Il dit qu'ils s'occuperont de tout, mais la façon dont il l'a dit m'a effrayé. Je ne pense pas qu'ils veuillent dire qu'ils vont t'aider. La dernière entrée était datée du 14 septembre 1952. Ils sont venus aujourd'hui, son père et 2 hommes que je n'avais jamais vus. Ils m'ont offert de l'argent pour partir, pour signer des papiers renonçant à toute prétention. J'ai refusé. Ils n'étaient pas contents. J'ai peur de ce qui va suivre. Si quelque chose m'arrive, quelqu'un devrait savoir la vérité. Je l'aimais. Mon fils mérite de savoir qu'il a été aimé. Le journal s'arrêtait là. Plus d'entrées, juste des pages blanches après cette note désespérée. Monique ferma le livre et regarda la vallée. Martine avait été ici, à cet endroit exact peut-être, écrivant ces mots, effrayée, seule, portant un enfant qu'elle allait d'une manière ou d'une autre perdre. Et puis elle avait disparu, ses affaires cachées dans un puits comme si elles n'avaient jamais existé. Mais elle avait existé, et Monique allait le prouver. La mairie de Beauvallon sentait le vieux papier et la cire à parquet. Pierre attendait Monique sur les marches de l'entrée quand elle arriva mardi matin, un thermos de café dans une main et un carnet dans l'autre. Il avait l'air plus sérieux que 2 jours auparavant, comme s'il avait passé le week-end à réfléchir sérieusement à ce qu'ils allaient faire. « Vous êtes sûr de ça ?» demanda-t-il alors qu'ils montaient les marches. « J'en suis sûr, » dit Monique. À l'intérieur, ils trouvèrent le service des archives au 2e étage, une pièce exiguë bordée de classeurs et d'étagères remplies de registres. Un jeune employé assis à un bureau leva les yeux avec une légère surprise quand ils entrèrent. « Nous aimerions voir les registres fonciers des années 1950, » dit Pierre. « Spécifiquement pour la propriété au nord de la ville, parcelle 447B. » L'employé les dirigea vers une section de dossiers et les laissa faire. Pendant les 3 heures suivantes, Monique et Pierre travaillèrent sur des registres poussiéreux, retraçant la propriété de la maison à rebours dans le temps. Ce qu'ils trouvèrent était déconcertant. La propriété avait changé de main 5 fois entre 1950 et 1955. En 1950, elle appartenait à un homme nommé Walter Grigsby. En 1952, la propriété fut transférée à Martine Leclerc. C'était là, noir sur blanc. Son nom sur un acte daté d'avril 1952. Mais ensuite, à peine 6 mois plus tard, la propriété fut de nouveau transférée, cette fois à quelque chose appelé la fiducie familiale Rousseau. Après cela, la propriété resta dans la fiducie jusqu'en 1975, date à laquelle elle fut transférée à la commune pour impôts impayés, sauf qu'il n'y avait aucun impôt répertorié comme impayé. C'était simplement annoté comme « abandonné », sans réclamant. « Ça n'a aucun sens », murmura Pierre, passant son doigt sur la colonne de chiffres. S'il n'y avait pas d'impôt dû, pourquoi serait-elle transférée à la commune? Monique sortit la sacoche et récupéra le morceau de papier déchiré qu'elle avait remarqué, niché à l'arrière du journal de Martine. Elle avait d'abord pensé que c'était juste un bout de papier, mais maintenant, en le regardant de plus près, elle réalisa que c'était une partie d'un document légal. L'entête indiquait « acte de transfert » et montrait le nom de Martine comme propriétaire partiel. Mais la moitié inférieure était arrachée. Signature, date, langage juridique, tout manquait. « Regardez ça », dit-elle en le montrant à Pierre. Quelqu'un a délibérément déchiré cet acte. Pierre l'étudia, la mâchoire crispée.
Ce n'est pas un accident. Quelqu'un voulait effacer le fait qu'elle en ait jamais été propriétaire. Ils demandèrent à l'employé s'il y avait d'autres archives liées à la propriété. Affaire judiciaire, litige, n'importe quoi. L'employé vérifia et revint en secouant la tête. Rien. Seulement les registres fonciers. Et les actes de naissance? Demanda Monique. Décès, mariage? Ce serait au service de l'état civil, au premier étage. Ils descendirent et passèrent une autre heure à chercher. Ils ne trouvèrent aucun certificat de décès pour Martine Leclerc dans le département. Aucun acte de mariage, aucune adresse de réexpédition dans aucun dossier. C'était comme si elle avait simplement cessé d'exister après septembre 1952. Mais ils trouvèrent une petite mention dans une archive de journal, que Pierre avait suggéré de vérifier après avoir épuisé la mairie. C'était un bref avis dans la Gazette de Beauvallon d'octobre 1952. Mademoiselle Martine Leclerc a démissionné de son poste d'institutrice. Le conseil scolaire la remercie pour son service et lui souhaite bonne chance. Aucune explication. Aucune information de réexpédition, juste un renvoi poli. Ils l'ont effacé, dit doucement Monique, fixant l'écran de microfilm. Complètement. Pierre resta silencieux un long moment. Puis il dit, mon grand-père m'a dit une fois que la famille Rousseau dirigeait cette ville, possédait la plupart des terres, contrôlait l'industrie du bois, avait la main sur tout. S'il voulait que quelque chose soit fait, c'était fait. Sans poser de questions. Y a-t-il encore des Rousseau ici? Un seul. Charles Rousseau. Il a dans les 80 ans. Il vit à la maison de retraite des Pins, à la sortie de la ville. Le dernier de cette génération. Monique sentit son pouce accélérer. Pensez-vous qu'il nous parlerait? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ils se rendirent séparément à la maison de retraite, convenant de se retrouver sur le parking. Monique profita du temps pour rassembler ses pensées, pour préparer ce qu'elle pourrait dire. Il ne s'agissait plus seulement de satisfaire une curiosité. Il s'agissait de justice, de donner une voix à quelqu'un qui avait été réduit au silence. La maison de retraite était un bâtiment de plain-pied entouré de pelouses bien entretenues. À l'intérieur, l'air sentait l'antiseptique et les légumes cuits. Une infirmière à l'accueil les regarda avec une courtoisie professionnelle. « Nous sommes ici pour voir Charles Rousseau, » dit Pierre. « Est-il disponible pour des visites ?» L'infirmière vérifia un dossier. « Il est dans la salle commune. Mais je dois vous prévenir, sa mémoire va et vient. Certains jours sont meilleurs que d'autres. » Ils trouvèrent Charles dans un fauteuil roulant près d'une fenêtre, une couverture sur les genoux. Malgré la chaleur de la pièce, il était mince, son visage profondément ridé, ses mains tachetées par l'âge. Mais ses yeux étaient clairs quand il leva les yeux vers eux. « Monsieur Rousseau, » dit doucement Monique. « Je m'appelle Monique Dubois. Voici Pierre Martin. Nous espérions pouvoir vous parler quelques minutes. » Charles les étudia avec ce qui ressemblait à une résignation lasse. À propos de quoi? Monique sortit la photographie de Martine et la tint de manière à ce qu'il puisse la voir. À propos de cette femme. Martine. L'effet fut immédiat. Le visage de Charles se décomposa et des larmes emplirent ses yeux. Martine, murmura-t-il. Oh, mon Dieu. Martine. Monique s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant. Vous l'avez connue. Je leur ai dit de la laisser tranquille, dit Charles, sa voix brisée. Je leur ai dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils ne m'ont jamais écouté. Qui n'a pas voulu écouter? Demanda Pierre. Mon père. Mon frère. Charles essuya ses yeux d'une main tremblante. C'est Philippe qui. Il s'arrêta, luttant avec les mots. Il s'est amouraché d'elle. Elle était si jeune, si loin de chez elle. Il aurait dû savoir. Il aurait dû la protéger. Philippe était le père de son enfant, demanda doucement Monique. Charles hocha la tête misérablement. Il était fiancé à la fille d'un sénateur. Père avait arrangé ça. Quand Martine s'est retrouvée enceinte, Père a perdu la tête. Il a dit qu'elle essayait de ruiner la famille. Mais elle n'était pas comme ça. Elle n'essayait de piéger personne. Elle. Sa voix se brisa à nouveau. Elle l'aimait, tout simplement. Et Philippe l'aimait, je pense.
Mais pas assez pour tenir tête à Père. Que lui est-il arrivé? Demanda Monique. Charles regarda par la fenêtre, son expression hantée. Père lui a offert de l'argent. Beaucoup d'argent. Lui a dit de quitter la ville, d'abandonner le bébé, de ne jamais revenir. Elle a refusé au début. A dit que le bébé était à elle, qu'elle avait des droits. Il rit amèrement. Des droits? Comme si ça importait à mon père. Il a fait rédiger des papiers par des avocats. A dit que si elle ne signait pas, il s'assurerait qu'elle n'enseignerait plus jamais nulle part. Il a menacé sa famille en Bretagne. Il prendrait le bébé de toute façon et elle n'aurait rien. Alors elle a signé, dit Monique. Elle a signé, la voix de Charles était à peine audible. A renoncé à la garde. Mais elle n'est pas partie tout de suite. Elle est restée dans cette maison. Père la lui avait donnée, pensant que ça la ferait taire. Mais ensuite, elle a engagé un avocat, a essayé de contester l'adoption. C'est là que les choses ont empiré. Empiré comment? Demanda Pierre, bien que sa voix soit tendue, comme s'il s'en doutait déjà. Charles ferma les yeux. Je ne sais pas tout. Je n'étais pas là. Mais j'ai entendu des choses, des rumeurs. Et je sais que Martine a quitté la ville peu après, et personne ne l'a jamais revue. Il ouvrit les yeux et regarda Monique avec une tristesse terrible. Je suppose qu'elle est retournée en Bretagne. Je l'espère. J'espère qu'elle a vécu une longue vie. Mais j'ai porté la culpabilité de ça pendant 70 ans. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû lui tenir tête. Monique sentit des larmes piquer ses propres yeux. Le bébé? Qu'est-il devenu? Adopté par une famille locale. Père a tout arrangé très discrètement. Le regard de Charles se tourna vers Pierre. Votre famille, en fait. Les Martin. Vos grands-parents l'ont pris. Pierre devint très calme. Mes grands-parents ont adopté une petite fille en 1952. Ils l'ont fait. Des gens bien. Père leur faisait confiance pour garder le secret, et ils l'ont fait. Charles regarda Pierre avec quelque chose comme de la compassion. Vous ne saviez pas? Ma mère était adoptée, dit lentement Pierre. Mais je n'ai jamais su d'où elle venait. Elle est morte il y a 10 ans. N'a jamais su qui était sa mère biologique. Charles tendit une main tremblante et toucha le bras de Pierre. Alors je vous le dis maintenant. Votre mère était la fille de Martine Leclerc, ce qui fait de vous son petit-fils. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme quelque chose de physique. Pierre fixa Charles, son visage vidé de toute couleur. Monique le regarda assimiler l'information, vit le choc céder la place à quelque chose de plus profond. Un profond sentiment de perte pour une connexion qui lui avait été volée, à sa mère, à Martine elle-même. Elle n'a jamais su, dit finalement Pierre, savoir rauque. Ma mère a vécu toute sa vie sans le savoir. Je suis désolé, murmura Charles. Je suis tellement désolé. Ils restèrent silencieux un long moment. Finalement, Charles fouilla dans la poche de son cardigan et en sortit une enveloppe jaunie par le temps. J'ai gardé ça pendant 70 ans. Je n'ai jamais eu le courage d'en faire quoi que ce soit. Peut-être que vous devriez l'avoir maintenant. Il l'attendit à Pierre. Pierre ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre, le papier fin et délicat, écrite de la même écriture soignée que Monique avait reconnue dans le journal. Mon très cher Thibaut, commençait-elle. Je t'écris ceci dans l'espoir qu'un jour tu le trouveras et que tu comprendras. Je veux que tu saches que je t'ai aimé dès l'instant où j'ai su que tu existais. Je voulais te garder, t'élever, te donner tout ce qu'une mère devrait donner. Mais le monde n'est pas toujours tendre avec les femmes comme moi, et je n'étais pas assez forte pour combattre les forces qui s'opposaient à moi. La lettre continuait sur 2 pages. Martine expliquait son amour, son regret, son espoir qu'il aurait une bonne vie avec sa famille adoptive. Elle se décrivait, son amour des livres, sa maison en Bretagne, ses rêves d'enseigner. Si jamais tu trouves ceci, concluait-elle, sache que je retourne là où la rivière rencontre les bois en Bretagne. Si tu me cherches là-bas, peut-être pourrons-nous nous retrouver. Je t'attendrai toujours. Avec tout mon amour, ta mère, Martine. Pierre plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Quand il leva les yeux, des larmes striaient son visage. Merci, dit-il à Charles. Merci d'avoir gardé ça.
Charles hocha la tête, épuisé par la conversation. Ils le laissèrent là, près de la fenêtre, et sortirent dans le soleil de l'après-midi, tous deux silencieux et secoués par ce qu'ils avaient appris. Monique passa cette soirée à la maison de campagne, déblayant les broussailles près de la grange, tandis que son esprit ressassait tout ce qu'ils avaient appris. Le travail physique l'aidait, donnait à ses mains quelque chose à faire pendant que ses pensées tourbillonnaient. Pierre était rentré chez lui pour digérer la révélation sur sa mère, promettant d'appeler le lendemain matin. Elle comprenait son besoin de solitude. Ce qu'il avait appris aujourd'hui avait réécrit toute l'histoire de sa famille. Alors que le soleil descendait vers les montagnes, peignant le ciel de nuances d'ambre et de rose, l'appel de Monique heurta quelque chose de solide. Elle s'agenouilla et balaya la terre, découvrant un petit objet en métal. C'était un médaillon, en argent terni, à moitié enfoui dans la terre. Elle le dégagea et le porta sur le porche où la lumière était meilleure. Le médaillon était ovale, de la taille d'une pièce d'1 euro, avec de délicates gravures sur sa face, des fleurs et des vignes lissées par le temps. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une minuscule photographie, brunie par l'âge mais toujours visible. Un nouveau-né, les yeux fermés, enveloppé dans une couverture. En face de la photographie se trouvait une mèche de cheveux sombres attachée avec un fil, et gravée à l'intérieur du médaillon se trouvaient les initiales ML. Et les mots « mai 1952 ». Monique resta très immobile, tenant ce morceau du cœur de Martine dans sa main. Le bébé sur la photographie était Thibaut, qui deviendrait Isabelle, la mère de Pierre. Martine avait tenu ce médaillon, y avait placé cette photographie. Elle l'avait gardé près d'elle. Puis, d'une manière ou d'une autre, il avait fini enterré près de la grange. Tombé, caché délibérément. Il n'y avait aucun moyen de savoir. Elle appela Pierre. Il répondit à la deuxième sonnerie, sa voix rauque. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle. Un médaillon. Il y a une photo du bébé, ta mère, et une mèche de cheveux. Les initiales de Martine sont à l'intérieur. » Pierre resta silencieux un long moment. Où ? Enterré près de la grange. Je déblayais les broussailles et je l'ai trouvé. Puis-je le voir ? Bien sûr. Viens quand tu seras prêt. Il arriva moins d'1 heure plus tard, alors que la dernière lumière s'estompait du ciel. Monique le rejoignit sur le porche et plaça le médaillon dans sa main. Il l'ouvrit, fixa la minuscule photographie, et quelque chose dans son expression se brisa. Il s'affaissa sur les marches du porche, le médaillon blotti dans sa paume, et pleura. Monique s'assit à côté de lui, ne disant rien, simplement présente. Parfois, c'était tout ce que l'on pouvait offrir. Être témoin du chagrin d'une autre personne. Après un moment, Pierre s'essuya le visage et dit « Ma mère s'est toujours demandé qui elle était, d'où elle venait. Elle disait qu'elle se sentait comme un livre dont le premier chapitre manquait. Et maintenant, je tiens ce premier chapitre et elle ne saura jamais qu'il a existé. Mais tu le sais, dit doucement Monique. Et tu peux t'assurer que son histoire, l'histoire de Martine, ne reste pas enterrée. » Pierre hocha lentement la tête. Charles a dit que Martine était retournée en Bretagne, n'est-ce pas? Si elle y a vécu, il doit y avoir des archives. Nous pourrions découvrir ce qui lui est arrivé. Nous le pourrions, acquiesça Monique. Voudrais-tu le faire? Je le dois. Pour ma mère, et pour moi. Il regarda de nouveau le médaillon. Ceci prouve que Martine a eu le bébé, qu'elle l'aimait assez pour garder ça. Mais ensuite, ça s'est retrouvé enterré ici et elle a disparu. Quelque chose s'est passé entre mai et septembre 1952. Quelque chose de suffisamment grave pour qu'elle laisse tout derrière elle. Ils décidèrent de chercher les archives de Martine en Bretagne, en commençant dès le lendemain matin. Pierre avait un ami qui travaillait au service des archives départementales à Rennes et qui lui devait une faveur. Avec un peu de chance, il pourrait au moins savoir si Martine était rentrée chez elle et ce qu'elle était devenue. Cette nuit-là, Monique ne put dormir. Elle était allongée dans sa voiture. Elle avait séjourné dans un motel à Beauvallon mais était revenue à la maison de campagne après le départ de Pierre, et regardait les étoiles à travers le pare-brise. Elle pensait à Martine, à Pierre, à l'étrange chaîne d'événements qui l'avaient amenée à cet endroit. Un mois plus tôt, elle vivait sa vie tranquille et engourdie à Aix-en-Provence. Maintenant, elle était allongée dans une voiture dans la campagne provençale, tenant les morceaux d'une tragédie vieille de 70 ans. Le matin, Pierre appela avec des nouvelles. Son ami en Bretagne avait trouvé des archives pour une Martine Leclerc à Saint-Malo.
Elle y était retournée à la fin de 1952 et avait vécu à une adresse rue des Ormes jusqu'à sa mort en 1998. Il y avait un certificat de décès, un acte de sépulture, et même un bref avis de décès. Elle a vécu, dit Pierre, sa voix épaisse d'émotion. Elle s'en est sortie d'ici. Elle est rentrée chez elle. Monique sentit une vague de soulagement si forte qu'elle la surprit. S'est-elle mariée? A-t-elle eu d'autres enfants? L'avis de décès dit qu'elle ne s'est jamais mariée. A travaillé comme bibliothécaire pendant 40 ans. Pas d'enfants listés, pas de famille survivante. Elle est morte seule, Monique. Elle a passé toute sa vie seule. Le chagrin dans ses mots était accablant. Martine avait survécu, oui, mais elle avait perdu tout ce qui comptait, son fils, sa chance à la vie qu'elle voulait, sa place dans le monde. Elle avait vécu 46 ans de plus en portant cette perte. Elle est enterrée là-bas, continua Pierre. À Saint-Malo. Il y a un petit cimetière à la sortie de la ville. Nous devrions y aller, dit Monique. Nous devrions visiter sa tombe. Lui dire. Elle s'arrêta, ne sachant pas ce qu'il pourrait dire à une femme morte depuis plus de 2 décennies. Point lui dire que nous avons trouvé son histoire, termina Pierre. Qu'elle comptait. Que son fils comptait. Ils firent des plans pour se rendre en Bretagne dans 2 semaines, après que Pierre ait arrangé ses obligations. En attendant, ils continueraient leurs recherches, essayant de comprendre exactement ce qui s'était passé dans ces mois cruciaux de 1952. Monique retourna à la mairie, cette fois à la recherche de dossiers judiciaires, de rapports de police, de tout ce qui pourrait éclairer la période après que Martine ait essayé de contester l'adoption. L'employé fut plus serviable cette fois, sentant peut-être le sérieux de leurs recherches. Il y a des archives au sous-sol, dit-elle. De vieux dossiers remontant aux années 40. La plupart n'ont jamais été numérisés. Vous pouvez regarder, mais je vous préviens, ce n'est pas organisé. Monique passa 2 jours dans ce sous-sol, respirant la poussière et plissant les yeux sur des documents délavés. Pierre la rejoignit quand il le pouvait, tous deux poussés par le besoin de comprendre. Ils trouvèrent des litiges de propriété, des affaires criminelles, des procédures de divorce, l'archive banale de l'histoire juridique d'une petite ville. Puis, l'après-midi du 2e jour, Monique le trouva. Un dossier intitulé « Leclerc et fiducie familiale Rousseau, 1953 ». L'affaire avait été déposée par un avocat nommé Marcel Legrand au nom de Martine Leclerc, cherchant à annuler l'adoption de son fils et à en retrouver la garde. Le dépôt était daté du 15 janvier 1953, mais l'affaire n'était jamais allée en justice. Une note en marge, datée du 10 mars 1953, indiquait « Affaire retirée ». Plaignante incapable de poursuivre. Attaché au dossier se trouvait un rapport médical d'un hôpital de Lyon. Monique le lut avec une horreur croissante. Martine Leclerc avait été admise le 3 mars 1953 avec de multiples blessures, côte fracturée, bras cassés, grave traumatisme crânien. Les notes du médecin traitant décrivaient les blessures comme étant compatibles avec une agression, mais la cause officielle était répertoriée comme une chute accidentelle. Marcel Legrand, l'avocat, avait ajouté sa propre note au dossier, cliente trop effrayée pour continuer. Croit que les blessures sont des représailles pour avoir intenté une action en justice. Je me retire de la représentation pour ma propre sécurité et celle de ma famille. Monique leva les yeux vers Pierre, qui avait lu par-dessus son épaule. Son visage était cendré. Ils ne l'ont pas seulement forcé à partir, dit-il. Ils l'ont blessé. Ils l'ont brisé. Monique se sentit mal. Ce n'était pas seulement une injustice historique. C'était une violence délibérément infligée pour faire taire une femme qui osait se battre pour son enfant. Et ça avait fonctionné. Martine avait retiré sa plainte, quitté la Provence et n'était jamais revenue. Charles a dit qu'il ne savait pas tout, dit doucement Pierre. Mais il en savait assez. Son père a fait ça, l'a ordonné, a payé pour, peu importe. Antoine Rousseau l'a détruite. Ils photocopièrent chaque document du dossier et quittèrent la mairie en silence. Les preuves qu'ils détenaient maintenant étaient accablantes, mais les hommes responsables étaient morts depuis longtemps. Antoine Rousseau était mort en 1975, Philippe en 1960. Il n'y avait plus personne à tenir pour responsable. Sauf nous, dit Monique alors qu'ils se tenaient à côté de leur voiture. Nous pouvons les tenir responsables en disant la vérité, en nous assurant que l'histoire de Martine ne reste pas cachée.
Pierre la regarda avec quelque chose comme de la gratitude. Ma mère méritait de savoir d'où elle venait. Martine méritait de garder son fils. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons nous assurer que l'on s'en souvienne. Oui, dit Monique. Nous pouvons faire ça. Le bureau des archives de l'église à Lyon était logé au sous-sol de l'église Saint-Antoine, un bâtiment en pierre qui existait depuis 1923. Monique et Pierre avaient conduit 2 heures pour y arriver, suivant une piste de l'employé sympathique de la mairie, qui s'était souvenu que sa mère mentionnait que Saint-Antoine avait géré des adoptions privées dans les années 1950. Le père Jean-Luc les accueillit à l'entrée latérale, un homme dans les 80 ans avec des yeux bienveillants et les mouvements prudents de quelqu'un dont le corps n'obéissait plus tout à fait. Il les conduisit par des escaliers étroits jusqu'à une pièce bordée de classeurs et d'étagères remplies de registres. L'église a beaucoup travaillé avec les adoptions à l'époque, dit-il, s'installant dans une chaise avec un soulagement visible. Et nous avions des mères, des situations difficiles. Parfois nous aidions, parfois. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Parfois nous faisions ce que les familles puissantes voulaient que nous fassions et nous appelions ça de l'aide. Nous cherchons des archives de 1952, dit Pierre. Un petit garçon, mère nommée Martine Leclerc. Le père Jean-Luc hocha lentement la tête. Je me souviens de cette époque, bien que je n'étais qu'un jeune prêtre alors. Il y avait des femmes qui venaient ici, effrayées, désespérées. Nous étions censés offrir du réconfort, mais souvent ce que nous offrions était la conformité avec celui qui tenait les cordons de la bourse. Il se leva et se dirigea vers un classeur, en sortant un registre usé. Laissez-moi voir ce que je peux trouver. Il parcourut méthodiquement les pages, passant son doigt sur les colonnes de noms et de dates. Après plusieurs minutes, il s'arrêta. Ici. Garçon, mère Emel, placé le 18 mai 1952. Adoption finalisée le 12 juin 1952. Parents adoptifs listés comme Walter et Grace Martin. Beauvallon, Provence. Le souffle de Pierre se coupa. C'étaient mes grands-parents. Le père Jean-Luc le regarda avec une douce compréhension. Alors cet enfant était votre mère. C'était elle, dit doucement Pierre. Il y a une note ici dans la marge, dit le père Jean-Luc, se penchant pour lire l'écriture délavée. Il est dit que le bébé a été baptisé avant le placement. Nom donné, Thibault Leclerc. Certificat de baptême délivré. Il leva les yeux. C'est inhabituel. La plupart des bébés dans les adoptions privées n'étaient pas baptisés avant leur placement avec leur nouveau nom de famille. Si cet enfant a été baptisé Thibault Leclerc, cela signifie que la mère biologique a insisté pour le réclamer légalement, au moins aux yeux de Dieu. Pouvons-nous voir le certificat de baptême ? Demanda Monique. Le père Jean-Luc retourna au dossier et produisit finalement un document jauni soigneusement conservé dans une pochette en plastique. Le certificat indiquait le nom de Thibault Leclerc. Date de naissance, 12 mai 1952. Mère, Martine Leclerc. Père listé comme « inconnu ». Le certificat était signé par le prêtre qui avait célébré le baptême et contresigné par 2 personnes dont Monique ne reconnaissait pas les noms. Elle a essayé de le réclamer, dit Pierre, sa voix brisée. Même en sachant qu'il le lui prendrait, elle s'est assurée qu'il ait son nom au moins une fois. Le père Jean-Luc hocha la tête. C'était un acte de défi à sa manière, et d'amour. Elle voulait qu'il ait un nom qui le relie à elle, même s'il serait changé immédiatement après. Il fit une pause. Qu'est-il arrivé à la mère ? Elle a été forcée de l'abandonner, dit Monique. Puis elle a essayé de contester l'adoption légalement et a été. Elle hésita, ne sachant pas trop quoi dire. Point puni pour ça, termina Pierre, durement. Elle a quitté la Provence et n'est jamais revenue. Le père Jean-Luc ferma brièvement les yeux, un air de profonde tristesse traversant son visage. J'ai entendu trop d'histoires comme ça. Des femmes sans pouvoir face à des hommes avec tout le pouvoir. L'Église aurait dû les protéger. Parfois nous l'avons fait. Plus souvent, nous avons détourné le regard. Il ouvrit les yeux et regarda Pierre. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre grand-mère. Et à votre mère, qui ne l'a jamais connue. Ils remercièrent le père Jean-Luc et partirent avec des copies des documents qu'il leur avait donnés. Dans la voiture, Pierre tenait le certificat de baptême comme s'il était en verre. Thibault Leclerc, dit-il. C'était son nom. Pendant un jour, peut-être moins. Puis elle est devenue quelqu'un d'autre.
Mais elle était d'abord l'enfant de Martine, dit Monique. C'est ça qui compte. Ils retournèrent à Beauvallon en silence, chacun perdu dans ses pensées. À leur arrivée, Pierre demanda à Monique si elle voulait visiter la tombe de sa mère avec lui. « J'ai besoin de lui dire ce que nous avons trouvé, dit-il, même si elle ne peut pas l'entendre. » Ils se rendirent au petit cimetière à la sortie de la ville et marchèrent à travers les rangées de pierres tombales usées jusqu'à ce que Pierre s'arrête devant une marquée, « Isabelle Martin, 1952 à 2015, mère et amie aimée. » Pierre s'agenouilla à côté de la tombe, posa sa main sur la pierre. « Maman, dit-il doucement, j'ai découvert qui tu étais. Le nom de ta mère biologique était Martine Leclerc. Elle t'aimait. Elle s'est battue pour toi. Elle ne t'a jamais oublié. » Sa voix se brisa. « J'aurais aimé que tu la connaisses. J'aurais aimé qu'elle puisse te connaître. » Monique se tenait en retrait, lui laissant son intimité, ses propres yeux brûlants de larmes. La tragédie de la situation était accablante. Deux personnes qui auraient dû se connaître, séparées par la cruauté et le pouvoir, vivant des vies parallèles qui ne se sont jamais croisées. Après un moment, Pierre se releva. « Je dois revoir Charles, dit-il. Il y a plus que je dois savoir. » Ils retournèrent à la maison de retraite le lendemain. Charles était au même endroit, près de la fenêtre, l'air plus fragile qu'auparavant. Quand il les vit, il réussit un faible sourire. « Vous êtes revenu, dit-il. Nous avons trouvé le certificat de baptême, dit Pierre en le lui montrant. Martine a nommé le bébé Thibaut. Elle l'a fait baptiser avant l'adoption. Charles étudia le document, ses mains tremblantes. Elle était courageuse. Plus courageuse que nous tous, plus courageuse que moi. Il leva les yeux vers Pierre. J'aurais dû l'aider. J'étais jeune, 22, 23 ans. Je me disais que je ne pouvais pas aller contre mon père. Mais la vérité, c'est que j'étais un lâche. Qu'est-ce que votre père lui a fait exactement ? Demanda doucement Monique. Nous avons trouvé des dossiers médicaux de mars 1953. Elle a été gravement blessée. Le visage de Charles se décomposa. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. J'étais parti à l'université. Mais quand je suis rentré pour Pâques, Père m'a dit que Martine avait abandonné son procès. Il a dit qu'elle avait retrouvé la raison et quitté la ville. Mais Philippe, mon frère, il s'est saoulé un soir et m'a dit la vérité. Père avait envoyé des hommes pour la persuader et d'arrêter. Quand elle n'a pas voulu, il s'arrêta, luttant. Ils se sont assurés qu'elle comprenne ce qui arriverait si elle continuait. Ils l'ont battue, dit Pierre platement. Charles hocha la tête misérablement. Philippe a dit que Père justifiait ça en protégeant la famille. En protégeant l'avenir de Philippe. Mais ce n'était que de la cruauté. De la pure cruauté. Et je n'ai rien fait. Je suis rentré, j'ai entendu ce qui s'était passé, et je n'ai rien fait. Je suis retourné à l'université, j'ai fini mon diplôme et j'ai vécu ma vie pendant que Martine vivait avec ce que nous lui avions fait. Ce n'était pas vous, dit Monique. C'était votre père. Je suis son fils. J'ai bénéficié de son argent, de son pouvoir, de son nom. Ça me rend complice. Charles fouilla de nouveau dans son cardigan et en sortit une autre enveloppe. Il y a autre chose que vous devriez avoir. J'ai trouvé ça dans le bureau de Père après sa mort. Je l'ai gardé caché depuis. J'aurais dû le brûler, mais je n'ai pas pu. Peut-être que je savais que quelqu'un aurait besoin de le voir un jour. Il tendit l'enveloppe à Monique. À l'intérieur se trouvait une lettre tapée sur du papier à en-tête officielle d'un cabinet d'avocats de Lyon, datée d'avril 1953. Elle était adressée à Antoine Rousseau et détaillait les paiements effectués pour résoudre l'affaire Leclerc. De l'argent versé à l'hôpital pour s'assurer que les blessures soient répertoriées comme accidentelles. De l'argent versé à Marcel Legrand pour se retirer de l'affaire. De l'argent versé à 3 hommes dont les noms ne signifiaient rien pour Monique. La lettre concluait, conformément à vos instructions, toute la documentation a été sécurisée et toutes les parties ont convenu de garder le silence. L'affaire est close. Monique sentit un frisson en la lisant. Ce n'était pas seulement de la violence. C'était une conspiration, un effort calculé pour couvrir un crime. C'est une preuve, dit Pierre, la voix dure. La preuve de ce qu'ils ont fait. Une preuve contre des hommes morts, dit Charles. Mais oui, c'est une preuve.
J'ai porté le poids de savoir que cela existait pendant près de 50 ans. Peut-être que maintenant, quelqu'un d'autre peut décider quoi en faire. Ils laissèrent Charles épuisé, vidé par les confessions qu'il avait faites. Sur le parking, Pierre se tourna vers Monique. « Nous en avons assez maintenant, dit-il. Assez pour raconter toute l'histoire. Les dossiers médicaux, les documents juridiques, le témoignage de Charles. Nous pouvons exposer ce qui s'est passé. Que veux-tu faire ? Demanda Monique. Pierre resta silencieux un long moment. Je veux que les gens sachent qui était Martine Leclerc. Je veux que l'histoire de ma mère soit racontée. Et je veux que le nom des Rousseau soit associé à ce qu'ils ont fait pour que ce ne soit jamais oublié. Monique hocha la tête. Alors c'est ce que nous ferons. Ils restèrent assis dans la camionnette de Pierre devant la maison de retraite. La lettre de l'avocat d'Antoine étalée sur le tableau de bord comme un acte d'accusation. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers le pare-brise, faisant paraître le vieux papier comme s'il brillait. « Relis-la-moi, dit Pierre. La partie sur les paiements. » Monique prit la lettre et trouva le passage. Paiement au docteur. François Garnier, hôpital général de Lyon, 5 000 francs pour s'assurer que les blessures subies par mademoiselle Leclerc soient documentées comme étant de nature accidentelle. Paiement à maître Marcel Legrand, avocat, 3 000 francs pour retirer sa représentation et cesser toute action en justice. Paiement à. Elle fit une pause, la gorge serrée. Paiement à des personnes non nommées, 7 000 francs pour service rendu dans la résolution de l'affaire. Service rendu, répéta amèrement Pierre. Casser les os d'une femme, la terroriser pour la faire taire. Service rendu. Monique plia soigneusement la lettre. Ton grand-père, Walter Martin, il n'était pas impliqué là-dedans, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Charles a dit que père leur faisait confiance pour garder le secret sur l'adoption, et ils l'ont fait. Mais je ne crois pas qu'ils aient su pour la violence. Mon grand-père était un homme dur, mais il n'était pas cruel. Pierre se frotta le visage. Du moins, j'espère qu'il ne l'était pas. Les dossiers d'adoption montrent qu'ils ont pris la petite fille en mai. L'agression a eu lieu en mars, des mois plus tard. Donc, il ne faisait pas partie de ça? Pierre hocha la tête, semblant soulagé. Maigre réconfort, mais je le prends. Ils décidèrent que leur prochaine étape serait de trouver la tombe de Martine en Bretagne et de lui rendre hommage avant de décider comment rendre l'histoire publique. Mais d'abord, Monique voulait retourner à la maison de campagne une fois de plus pour chercher plus minutieusement. Si Martine avait laissé la sacoche dans le puits comme un message, il pourrait y avoir d'autres choses qu'elle avait cachées. Le lendemain matin, Monique y retourna seule. Pierre avait des obligations, un rendez-vous chez le médecin qu'il ne pouvait pas reporter, mais promit de la rejoindre l'après-midi. Elle se gara près de la maison et resta un moment, regardant simplement l'endroit. Dans les semaines qui avaient suivi son achat, la maison était devenue plus qu'une propriété pour elle. C'était un mémorial, une scène de crime, une énigme qu'elle était censée résoudre. Elle commença par la maison, se déplaçant de pièce en pièce, examinant les murs et les sols plus attentivement qu'auparavant. Dans la chambre à l'étage qui faisait face à l'est, elle trouva quelque chose qu'elle avait manqué, une latte de plancher lâche près de la fenêtre. Quand elle la souleva, elle découvrit une petite boîte en bois coincée dans l'espace en dessous. La boîte était simple, sculptée à la main, de la taille d'un livre. À l'intérieur se trouvaient d'autres lettres, celle-ci adressée à « Mon fils Thibaut ». Martine les avait écrites au fil des ans, datées de 1953, 1960, 1970, 1985, 1998. La dernière écrite quelques mois seulement avant sa mort. Aucune n'avait jamais été envoyée. C'étaient des messages à un enfant devenu un homme, un fils qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Monique s'assit sur le sol poussiéreux et les lut toutes. Dans les premières lettres, Martine écrivait sur sa vie quotidienne en Bretagne, sur les livres qu'elle lisait, se demandant si Thibaut était heureux, si ses parents adoptifs étaient gentils. Les lettres ultérieures devinrent plus réflexives, teintées de regrets et de désirs. « Je pense à toi tous les jours », écrivit-elle en 1985. « Je me demande si tu as eu des enfants à ton tour. Si tu as trouvé l'amour, si tu as été heureux. Je l'espère. J'espère que ta vie a été tout ce que la mienne n'a pas été. » La dernière lettre, datée de mars 1998, était brève et déchirante. « Je suis en train de mourir, Thibaut. Un cancer. Je ne me battrai pas.
Je suis fatigué et j'ai été seul si longtemps. Mon seul regret est de ne jamais t'avoir vu grandir. De ne jamais avoir connu l'homme que tu es devenu. Si, d'une manière ou d'une autre, un jour, tu trouves ces mots, sache que je t'ai aimé à chaque instant de chaque jour. Tu as été la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je suis désolé de ne pas avoir pu te garder. Je suis désolé pour tout. Avec tout mon amour, ta mère. Monique essuya les larmes de son visage. Martine avait vécu 46 ans en portant ce chagrin. Écrivant des lettres à un fils qu'elle ne reverrait jamais. Gardant l'espoir vivant même quand il n'y avait aucune raison d'espérer. Quand Pierre arriva cet après-midi-là, elle lui montra ce qu'elle avait trouvé. Il lut chaque lettre lentement, attentivement, son visage un masque d'émotion contrôlée. Quand il eut terminé, il dit simplement « Ma mère aurait dû les avoir. Elle aurait dû savoir. » « Mais tu le sais maintenant, dit Monique, et tu peux t'assurer que la voix de Martine soit entendue. Ces lettres prouvent qu'elle n'a jamais cessé d'être une mère, même après qu'il le lui ait pris. » Pierre remit soigneusement les lettres dans la boîte. « Nous devrions les emmener en Bretagne, les laisser sur sa tombe, ou... » Il s'arrêta. « Ou peut-être que nous les gardons, les partageons, laissons les gens voir à quoi ressemble l'amour quand tout le reste est dépouillé. » Ils passèrent le reste de la journée à fouiller la propriété, mais ne trouvèrent rien de plus. Le soir approchant, ils s'assirent sur les marches du porche, épuisés et émotionnellement vidés. « Que allons-nous faire de tout ça ?» demanda Pierre. « Tous ces morceaux de sa vie que nous avons rassemblés. » Monique y avait réfléchi. « Je pense que nous devons raconter toute l'histoire publiquement, pas seulement aux journalistes ou aux historiens, mais à la communauté, à Beauvallon. Forcer les gens à affronter ce qui s'est passé ici. Ils ne voudront pas l'entendre. » Marie l'a bien fait comprendre. « Je sais, mais ils ont besoin de l'entendre quand même. Cette ville a bénéficié du pouvoir de la famille Rousseau pendant des générations. Ils ont fermé les yeux lorsque ce pouvoir a été abusé. Ils partagent la responsabilité de ce qui est arrivé à Martine. » Pierre y réfléchit. Un forum public, comme une réunion municipale ? Quelque chose comme ça. Nous pourrions demander à Marie de l'organiser à la bibliothèque, présenter les preuves, lire des extraits des lettres et du journal, montrer les documents, rendre la chose impossible à ignorer. Elle refusera. Alors nous trouverons un autre lieu. Mais je pense que si nous l'approchons avec tout ce que nous avons, toutes les preuves, le témoignage de Charles, les lettres, elle pourrait nous surprendre. Ils décidèrent d'essayer. Le lendemain, ils se rendirent ensemble à la bibliothèque. Marie leva les yeux de son bureau avec lassitude quand ils entrèrent, mais elle ne les renvoya pas. Monique étala tout sur le bureau. Les photographies, le journal, les lettres, les dossiers médicaux, la lettre de l'avocat d'Antoine. « Voici ce qui est arrivé à Martine Leclerc, dit-elle doucement. Voici ce que votre ville a laissé faire. » Marie regarda chaque élément lentement, son visage devenant plus pâle. Quand elle atteignit le rapport médical, elle porta une main à sa bouche. « Mon Dieu, murmura-t-elle. La famille Rousseau a fait ça, dit Pierre, avec l'approbation silencieuse de la ville. Et puis tout le monde a fait comme si elle n'avait jamais existé. Marie s'assit lourdement. J'étais une enfant en 1952. Je ne savais rien de tout ça. Mais vos parents le savaient, dit doucement Monique. Vos grands-parents. Tous les adultes de l'époque savaient quelque chose, et ils ont choisi le silence. Marie resta silencieuse un long moment, fixant les documents étalés devant elle. Finalement, elle dit, « Que voulez-vous de moi ? » Aidez-nous à dire la vérité, dit Pierre. Organisez une réunion ici. Laissez-nous présenter ces preuves à la communauté. Donnez à Martine une voix qu'on ne lui a jamais permis d'avoir. Les gens n'aimeront pas ça. Le nom des Rousseau a encore du poids ici, même si Charles est le dernier d'entre eux. Je sais, dit Monique, mais il faut le dire quand même. L'histoire ne devrait pas être enterrée simplement parce qu'elle est inconfortable. Marie toucha la photographie de Martine, ses doigts tremblants. Elle a l'air si jeune, si pleine d'espoir. Elle resta de nouveau silencieuse, puis hocha lentement la tête. D'accord, je l'organiserai. Mais je ne peux pas promettre que les gens viendront. Ils viendront, dit Pierre. Les nouvelles vont vite ici. Vous l'avez dit vous-même. Ils fixèrent la date à 2 semaines de là, leur donnant le temps d'organiser la présentation et de laisser le mot se répandre dans Beauvallon.
Marie accepta d'afficher des avis et de passer des appels téléphoniques. Pierre préparerait une déclaration. Monique organiserait les documents en une chronologie claire. En quittant la bibliothèque, Monique se sentit à la fois anxieuse et déterminée. Ils étaient sur le point de demander à toute une ville d'affronter son passé, de reconnaître sa complicité dans quelque chose de terrible. Ce ne serait pas facile. Les gens résisteraient, défendraient leurs parents et grands-parents, soutiendraient que tout cela datait de si longtemps que personne de vivant n'en portait la responsabilité. Mais ils devaient essayer. Pour Martine, qui avait été réduite au silence. Pour la mère de Pierre, qui n'avait jamais connu sa propre histoire. Pour toutes les femmes dont les voix avaient été effacées par des hommes puissants qui pensaient pouvoir réécrire l'histoire à leur convenance. La vérité comptait, et Monique allait s'assurer qu'elle soit entendue. 3 jours avant la réunion prévue, Monique décida de vider complètement le puits. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus à trouver, que Martine, sachant qu'elle partait, aurait pu cacher d'autres preuves là où elle serait finalement découverte. Elle engagea un entrepreneur local avec du matériel de pompage, un homme d'une 50aine d'années nommé Stéphane Lefebvre, qui ne posa aucune question sur la raison pour laquelle elle voulait vider un vieux puits. Il arriva tôt le matin avec son camion et son équipement, et à midi, le niveau de l'eau avait suffisamment baissé pour voir clairement le fond. Monique descendit par une échelle que Stéphane avait positionnée, ses pieds touchant la boue au fond du puits. Les parois en pierre étaient rugueuses, couvertes de mousse et de sédiments. Elle passa ses mains sur la surface, cherchant quelque chose d'inhabituel. Du côté est, à environ 1 mètre du fond, ses doigts trouvèrent un espace entre les pierres, pas une usure naturelle, mais une ouverture délibérée. Elle tira sur la pierre lâche, la délogeant. Derrière se trouvait une cavité, et à l'intérieur de cette cavité se trouvait une boîte en métal de la taille d'une boîte à chaussures, scellée à la cire. « Trouvez quelque chose » cria-t-elle à Stéphane. Il l'aida à sortir, et elle porta la boîte sur le porche. Pierre arriva moins d'1 heure plus tard. Elle l'avait appelé immédiatement, et ils s'assirent ensemble, la boîte entre eux. Le seau de cire était cassant, se brisant facilement. À l'intérieur de la boîte en métal se trouvait un autre journal, différent de celui de Martine. Celui-ci était relié en cuir sombre sans aucune marque sur la couverture. Les pages étaient tachées par l'eau, mais pour la plupart lisibles. Monique l'ouvrit à la première page et s'arrêta. L'écriture était différente de celle de Martine. Forte, anguleuse, masculine. Et le nom écrit à l'intérieur de la couverture était Antoine Rousseau. Pierre se pencha plus près. C'est le père. Celui qui. Je sais, dit Monique, son cœur battant à tout rompre. Pourquoi Martine aurait-elle eu son journal? Elle commença à lire à voix haute. Les entrées étaient datées de 1975, écrites dans les mois précédant la mort d'Antoine. Les premières étaient banales, des notes sur des affaires, des plaintes sur l'âge et la santé défaillante. Puis le ton changea. 14 juin 1975. Cancer. 6 mois, peut-être moins. Je me surprends à penser à des choses auxquelles je n'ai pas pensé depuis des années. Des choix que j'ai faits. Des choses que j'ai faites pour protéger cette famille. Le poids de tout ça est plus lourd que je ne l'imaginais. 30 juin 1975. J'ai rêvé de la femme Leclerc la nuit dernière. Je n'ai pas pensé à elle depuis 20 ans. Je me suis réveillé avec son visage clair dans mon esprit. La façon dont elle me regardait ce jour-là dans mon bureau quand je lui ai fait mon offre. Elle était si jeune, si pleine de défis. Je pensais protéger mon fils, protéger notre nom. Mais allongé ici, mourant, je me demande si je ne protégeais pas simplement ma propre fierté. 12 juillet 1975. J'ai demandé à mon avocat de m'apporter les dossiers. Tous. Tout ce qui concerne l'affaire Leclerc. J'ai besoin de tout revoir, de comprendre ce que j'ai fait. Marguerite dit que je me tourmente inutilement. Elle ne comprend pas. Ou peut-être qu'elle comprend et ne veut pas non plus y faire face. Monique tourna la page, ses mains tremblant légèrement. Les entrées suivantes devinrent plus sombres. 28 juillet 1975. Je pensais protéger ma famille, mais je suis devenu un monstre. Je le vois maintenant. La femme Leclerc est venue en Provence avec de l'espoir, avec des projets pour construire une vie. Mon fils l'a séduite. Il n'y a pas d'autre mot. Il était fiancé, savait qu'il ne pouvait pas l'épouser, mais il a pris ce qu'il voulait quand même.
Quand elle s'est retrouvée enceinte, je n'ai vu que la menace pour notre réputation, pour l'avenir politique de Philippe. Je ne l'ai jamais vu comme une personne, juste un obstacle. La mâchoire de Pierre était serrée. Continue de lire. 10 août 1975. J'ai essayé de le faire proprement. Je lui ai offert de l'argent, assez pour recommencer ailleurs. Elle a refusé. A dit que l'enfant était à elle, qu'elle avait des droits. Des droits. Comme si une institutrice de nulle part avait des droits qui pouvaient l'emporter sur un Rousseau. Je vois maintenant à quel point c'était arrogant. À quel point c'était cruel. 18 août 1975. Elle a engagé cet avocat, Legrand, à déposer des papiers pour annuler l'adoption. J'ai paniqué, j'ai vu tout ce que j'avais construit menacé par la détermination d'une seule femme. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai utilisé mon pouvoir. J'ai envoyé Garnier et ses hommes pour la persuader. Je leur ai dit de lui faire comprendre qu'elle devait abandonner l'affaire. La voix de Monique n'était plus qu'un murmure maintenant. 25 août 1975. Je ne leur ai pas ordonné de la blesser. C'est ce que je me suis dit pendant des années. J'ai dit et persuadé, pas de blesser. Mais je savais qui était Garnier, de quoi il était capable. Je le savais, et je l'ai envoyé quand même. Quand il m'a dit ce qu'ils avaient fait, côte cassée, bras fracturés, traumatisme crânien, je me suis senti malade. Mais je l'ai payé. Je les ai tous payés pour qu'ils se taisent. J'ai payé l'hôpital pour que ce soit classé comme un accident, payé le grand pour qu'il se retire, et je me suis dit que je n'avais pas eu le choix. 3 septembre 1975. J'ai appris aujourd'hui qu'elle a quitté la Provence. Le grand me l'a dit avant de prendre l'argent. Il a dit qu'elle était trop blessée pour voyager pendant des semaines, qu'elle était terrifiée, qu'elle lui avait demandé pourquoi personne ne voulait l'aider. Il a dit qu'il lui avait répondu que c'était la Provence et que les Rousseau possédaient la Provence. Je ne suis pas fier de ça. J'ai honte. Mais j'étais soulagé qu'elle soit partie. Pierre se leva brusquement et se dirigea vers le bord du porche, le dos tourné à Monique. Elle continua à lire, bien que sa voix tremblât. 15 septembre 1975. Philippe est mort il y a 15 ans. Il a précipité sa voiture d'une falaise, ivre. Tout le monde a dit que c'était un accident, mais je me suis toujours demandé si une partie de lui ne pouvait pas vivre avec ce que nous avions fait. Il n'a jamais parlé de la femme Leclerc après son départ, mais il buvait plus, souriait moins. Peut-être que la culpabilité le rongeait comme elle me ronge maintenant. 2 octobre 1975. J'ai gardé la propriété vide. Je ne pouvais me résoudre à la vendre ou à la développer. Cette terre, c'est là qu'elle a vécu. Où elle a porté mon petit-fils, où elle a essayé de construire quelque chose. Elle me semble maudite par ce que j'ai fait. J'ai donné instruction à mon avocat de la laisser abandonner à perpétuité. Qu'elle soit un monument à ma honte. Peut-être qu'un jour quelqu'un y trouvera la vérité. 20 octobre 1975. Je meurs. La douleur est considérable. Je la mérite. J'ai pensé à avouer publiquement, mais à quoi cela servirait-il maintenant? La femme est partie. Je suppose qu'elle est en vie quelque part, espérons-le menant une vie meilleure que celle que je lui ai permise ici. Philippe est mort. Charles sait une partie de l'histoire, mais pas tout. Ce journal est ma confession. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. J'ai détruit la vie d'une jeune femme pour protéger la réputation de ma famille. C'est la vérité sur qui était Antoine Rousseau. La dernière entrée était datée du 1er novembre 1975, quelques jours seulement avant la mort d'Antoine, selon les archives publiques. 1er novembre 1975. J'ai scellé ce journal et donné des instructions pour qu'il soit placé à la maison de campagne, dans le puits où elle a laissé ses propres affaires. Si quelqu'un vide un jour ce puits, si quelqu'un trouve un jour ce qu'elle a laissé derrière elle, qu'il trouve ceci aussi. Qu'il sache ce qui s'est passé. Qu'il juge. La propriété restera vide. Je l'ai bloquée légalement, de sorte qu'elle ne pourra jamais être vendue tant qu'un Rousseau respirera. Charles comprendra éventuellement. C'est ma pénitence. Un lopin de terre empoisonné par mes actions, laissé à l'abandon. C'est peut-être approprié. J'ai bâti un empire sur le dos de gens que je considérais comme inférieurs. Que ce seul morceau pourrisse. Monique ferma le journal et le posa soigneusement sur le porche.
Ni elle ni Pierre ne parlèrent pendant un long moment. Les implications de ce qu'ils avaient lu étaient stupéfiantes. Il a avoué, dit finalement Pierre, sa voix creuse. Il savait exactement ce qu'il avait fait et pourquoi c'était mal. Mais il ne l'a jamais rendu public. Il a caché la confession dans le puits, dit Monique, a scellé la propriété et est mort avec sa réputation intacte. La propriété, dit soudain Pierre. C'est pour ça qu'elle n'avait pas d'arriéré d'impôt, pas d'héritier. Il l'avait structurée de manière à ce qu'elle ne puisse pas être touchée tant que Charles vivait. Mais Charles est dans les 80 ans. Les protections légales ont dû finalement expirer, c'est pourquoi elle a été mise aux enchères. Monique hocha lentement la tête. La culpabilité d'Antoine a figé cet endroit dans le temps. Il ne pouvait se résoudre à en tirer profit. Ne pouvait laisser personne d'autre la voir. C'était son acte de pénitence privée. Une pénitence dont Martine n'a jamais eu connaissance, dit amèrement Pierre. Elle a vécu avec ce qu'il lui a fait, et il a pu se sentir noble de garder un lopin de terre vide. Ce n'est pas la justice. Non, acquiesça Monique. Ce n'en est pas. Mais c'est une preuve. La preuve de l'homme lui-même de ce qui s'est passé. Ça change tout. Pierre la regarda. La réunion est dans 3 jours. Est-ce qu'on inclut ça? Nous le devons. C'est la propre voix d'Antoine admettant la conspiration, la violence, la dissimulation. C'est la dernière pièce. Pierre prit le journal, le tenant comme quelque chose de contaminé. Ma mère était sa petite fille. Toute sa vie, elle aurait pu savoir que sa grand-mère était en vie. Si Antoine avait avoué publiquement en 1975, s'il avait fait ce qu'il fallait, même à la fin, Martine et ma mère auraient pu se retrouver. Elle est morte en 1998. Ma mère n'est morte qu'en 2015. Elles auraient pu avoir 17 ans. Le poids de cette perte pesait entre eux. Pas seulement ce qui avait été pris en 1952, mais ce qui avait été volé par le silence continu d'Antoine. Il avait écrit sa confession, l'avait scellée et avait laissé 2 personnes qui s'aimaient rester séparées jusqu'à la mort. C'était un lâche, dit doucement Monique. Même à la fin, il voulait l'absolution sans les conséquences. Eh bien, il ne l'aura pas, dit Pierre. Plus maintenant. Nous allons nous tenir devant cette ville et lire chaque mot qu'il a écrit. Laisser les gens entendre ce qu'était vraiment leur patriarche respecté. Ils passèrent la soirée à tout organiser. Le journal et les lettres de Martine, la confession d'Antoine, les dossiers médicaux, les documents juridiques, les photographies. Chaque pièce construisait un récit impossible à nier ou à rejeter. Quand ils eurent terminé, la nuit était tombée et la maison était sombre, à l'exception de la lumière du porche. Merci, dit Pierre en se préparant à partir. D'avoir trouvé ça, de t'être suffisamment soucié pour creuser. Je pense que j'étais censé le trouver, dit Monique. Je ne sais pas pourquoi, mais acheter cette maison, trouver cette sacoche, ça me semble plus qu'une coïncidence. Pierre sourit légèrement. Peut-être que Martine y est pour quelque chose, s'assurant que son histoire soit enfin racontée. Après son départ, Monique resta seule sur le porche, le journal d'Antoine sur ses genoux. Elle pensa à l'étrange chaîne d'événements qui l'avait amenée ici, une coupure de journal qu'elle ne pouvait expliquer, une enchère impulsive, un puits qu'elle avait été poussée à ouvrir. Cela semblait en effet plus que du hasard. Cela ressemblait à un but. Et pour la première fois de ses 61 ans, Monique Dubois se sentit exactement là où elle était censée être, faisant exactement ce qu'elle était censée faire. Les jours précédant la réunion passèrent dans un flou de préparation. Monique et Pierre travaillèrent à organiser leur présentation, sélectionnant les documents à afficher, les passages à lire, comment raconter l'histoire de Martine d'une manière qui l'honorait tout en confrontant la ville à des vérités inconfortables. Marie se révéla plus utile que Monique ne l'avait prévu. Elle avait vidé la salle de lecture principale de la bibliothèque, disposé des chaises et affiché des avis dans toute la ville. Elle avait également passé des appels personnels aux résidents plus âgés, ceux qui étaient en vie en 1952 et qui pourraient se souvenir de quelque chose. Le mot se répandit rapidement, comme Pierre l'avait prédit. La veille de la réunion, ils avaient entendu dire que plus de 60 personnes prévoyaient d'y assister. C'est près d'un dixième de la ville, dit Pierre en examinant la liste que Marie avait compilée. Plus que ce à quoi je m'attendais. Certains viendront par curiosité, dit Marie. Certains parce qu'ils se souviennent de rumeurs de leurs parents. Et certains, elle fit une pause,
certains parce qu'ils attendaient que quelqu'un dise enfin ce que tout le monde savait mais ne voulait pas dire. L'après-midi précédant la réunion, Monique retourna une dernière fois à la maison de campagne. Elle parcourut la maison pièce par pièce, se souvenant de son apparence à son arrivée. Vide, abandonnée, silencieuse. Maintenant, elle semblait différente. Pas tout à fait vivante, mais plus morte non plus. Elle semblait dans l'attente, comme si elle attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Elle se dirigea vers le puits et regarda dans ses profondeurs. L'eau s'était remplie depuis qu'il l'avait vidée, sombre et immobile. Cet endroit avait gardé les secrets de Martine pendant 70 ans, les avait gardés en sécurité jusqu'à ce que la bonne personne vienne les trouver. Antoine avait eu raison sur une chose. Quelqu'un finirait par découvrir la vérité ici. Il n'avait tout simplement pas prévu que cette personne se soucierait assez pour en faire quelque chose. Pierre la trouva là 1 heure plus tard. Il portait quelque chose enveloppé dans un tissu, qu'il lui tendit avec précaution. « J'ai trouvé ça dans les affaires de ma mère, dit-il. Après sa mort, j'ai emballé sa maison. Il y avait des boîtes que je n'ai jamais ouvertes, je ne pouvais pas me résoudre à les trier. Hier soir, je l'ai enfin fait. » Monique déballa le tissu. À l'intérieur se trouvait un carré de courte pointe brodé à la main de fleurs et d'un nom. Martine Leclerc, 1952. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle. La courte pointe du patrimoine local, dit Pierre. La société historique en a fait une dans les années 50 avec des carrés de toutes les familles importantes et des résidents de longue date. Ma mère avait ça dans une boîte de vieux linge. Je n'ai jamais su d'où ça venait. Monique examina le carré. La broderie était magnifique, un travail soigné fait par quelqu'un qui en était fier. Martine a fait ça pour la courte pointe, mais ça n'a jamais été inclus, dit Pierre. Ils ont pris sa contribution et l'ont mise dans un tiroir quelque part. Finalement, ça s'est retrouvé avec les affaires de ma mère, probablement de la maison de mes grands-parents. Encore une façon de l'effacer, de la retirer littéralement de l'histoire de la ville. Monique tint le carré avec précaution. Nous devrions montrer ça demain. C'est la preuve qu'elle voulait appartenir à cet endroit, faire partie de la communauté, et qu'ils l'ont rejeté. Ce soir-là, ils répétèrent leur présentation dans la salle de lecture vide. Pierre parlerait en premier, expliquant son lien personnel, qu'il était le petit-fils de Martine. Ensuite, Monique raconterait l'histoire chronologiquement, montrant des documents et lisant des passages au fur et à mesure. Il terminerait avec la confession d'Antoine, laissant ses propres mots le condamner. « Et si les gens se mettent en colère ?» demanda Pierre. « Et s'ils refusent d'écouter ? Alors nous continuerons à parler quand même, dit Monique. Nous le devons à Martine. Nous le devons à ta mère. » Marie les rejoignit, apportant du café et des sandwichs qu'elle avait préparés. « J'ai réfléchi à ce que vous allez dire demain, dit-elle. À propos de la complicité de la ville. Vous avez raison. Vous savez, nous savions tous que quelque chose s'était passé. Pas les détails, mais nous le savions. Et nous avons laissé ça enterrer parce que c'était plus facile que d'y faire face. On vous a dit de ne pas en parler ? Demanda Monique. Pas directement, mais il y avait une entente. La famille Rousseau est importante ici. Ils employaient la moitié de la ville à une époque. On construit l'école, finançait la bibliothèque, pavait les routes. On ne les contrariait pas. On ne les questionnait pas. Et on ne déterrait certainement pas leur scandale. Elle fit une pause. J'ai honte qu'il ait fallu des étrangers pour nous faire affronter ça. Vous n'êtes plus une étrangère, dit doucement Pierre. Vous aidez maintenant. C'est ça qui compte. Ils terminèrent leurs préparatifs et se séparèrent. Monique retourna au motel où elle séjournait. Elle avait commencé à rénover la maison, mais elle n'était pas encore habitable. Elle resta éveillée la majeure partie de la nuit, repassant la présentation dans sa tête, anticipant les questions et les objections. Elle pensa à Henri, son mari. Elle l'avait appelé 2 fois depuis l'achat de la maison, de brèves conversations où elle avait expliqué qu'elle restait en Provence pour un certain temps, travaillant sur la propriété. Il n'avait semblé ni surpris ni particulièrement intéressé. Leur mariage était terminé depuis des années, sauf sur le papier. C'était simplement l'officialisation. « Tu reviens ?» avait-il demandé lors du 2e appel. « Je ne pense pas, » avait-elle dit honnêtement. « Je pense que je suis censé être ici. »
Il avait accepté cela sans discuter. Ils avaient entamé une procédure de divorce par l'intermédiaire de leurs avocats, partageant les biens qu'ils avaient accumulés en 32 ans. Cela aurait dû la rendre triste, pensa TL. Au lieu de cela, elle ressentit un soulagement. Le matin arriva trop vite. Monique s'habilla avec soin. Rien de trop formel, juste un jean propre et une belle chemise. Elle voulait avoir l'air accessible, comme une de leurs voisines. Pierre vint la chercher à 8 heures, et ils se rendirent ensemble à la bibliothèque, tous deux silencieux de nervosité. À leur arrivée, Marie avait déjà tout installé. Les chaises étaient disposées en rangée face à un pupitre. Une longue table contenait les documents qu'ils exposeraient, chacun protégé dans une pochette en plastique. Le carré de courte pointe était à une place d'honneur, ses fleurs vives sur le bois sombre. Les gens commencèrent à arriver à 9h30, bien que la réunion ne soit prévue qu'à 10h. Monique reconnut quelques visages du bistrot, de l'épicerie. La plupart étaient des personnes âgées de 60, 70, 80 ans, mais il y avait aussi des plus jeunes, peut-être amenés par des parents ou des grands-parents qui voulaient qu'ils entendent. Charles Rousseau arriva à 9h45, poussé dans son fauteuil roulant par un aide-soignant. Monique croisa son regard à travers la pièce et il hocha légèrement la tête. Il avait accepté d'assister, de répondre aux questions si nécessaires, de témoigner des actions de sa famille. À 10h précises, Marie se leva au pupitre et demanda l'attention. La salle se tut. Elle regarda la foule. Monique compta 68 personnes, plus que prévu, et commença « Merci d'être venu. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de quelque chose qui s'est passé à Beauvallon il y a 70 ans. Quelque chose qui a été enterré et oublié, ou du moins nous avons fait semblant d'oublier. Nous sommes ici parce que deux personnes, elle désigna Monique et Pierre, se sont suffisamment souciés pour déterrer la vérité. Et parce que la vérité compte, peu importe à quel point elle nous met mal à l'aise. Elle présenta Monique et Pierre, et se retira. Pierre s'approcha du pupitre, la lettre de Martine dans ses mains. Monique pouvait les voir trembler légèrement. « Je m'appelle Pierre Martin », commença-t-il. « La plupart d'entre vous me connaissent ou connaissent ma famille. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ma mère a été adoptée en 1952. Son nom de naissance était Thibault Leclerc. Sa mère biologique était une femme nommée Martine Leclerc qui est venue à Beauvallon en 1950 pour enseigner. Il fit une pause, laissant cela s'imprégner. Ma mère est morte il y a 10 ans, sans jamais savoir d'où elle venait, sans jamais connaître le nom de sa mère biologique. Elle a passé sa vie à se sentir incomplète, comme un puzzle avec des pièces manquantes. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai trouvé ces pièces, et je vais m'assurer que vous les voyez aussi. Il lut la lettre que Martine avait écrite à Thibault, sa voix se brisant par moments, mais il continua. Quand il eut terminé, il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Il brandit le médaillon avec la photo du bébé. Elle l'aimait. Elle le voulait. Et il lui a été enlevé par la force, les mensonges et la violence. Monique prit le relais, guidant l'auditoire à travers la chronologie. Elle leur montra les entrées du journal de Martine, la peur et l'isolement croissant. Elle afficha la photographie avec la silhouette découpée. Quelqu'un a été effacé de cette photo, dit-elle. Quelqu'un qui aurait dû se tenir à côté de Martine mais qui a été retiré pour protéger sa réputation. Elle leur montra les documents juridiques, l'acte de propriété avec le nom de Martine, le certificat de baptême prouvant que Martine avait essayé de réclamer son fils légalement, le dépôt au tribunal pour le procès en garde. Puis elle leur montra le rapport médical. En mars 1953, Martine Leclerc a été sévèrement battue. Os cassé, traumatisme crânien. L'hôpital a classé cela comme une chute accidentelle, mais l'avocat qui la représentait a écrit qu'elle croyait avoir été attaquée en guise de punition pour avoir essayé de récupérer son fils. Des murmures parcoururent la foule, certains semblaient choqués, d'autres mal à l'aise. Une femme âgée au 3e rang se leva. C'est une accusation grave. Avez-vous des preuves? Monique brandit la lettre de l'avocat d'Antoine, celle détaillant les paiements effectués. Elle la lut à voix haute, chaque mot accablant. La salle devint silencieuse. Puis elle prit le journal d'Antoine. C'est la dernière pièce. La propre confession d'Antoine Rousseau, écrite en 1975 alors qu'il était mourant. Il l'a cachée dans le puits de la maison où Martine avait laissé ses affaires. Il voulait qu'elle soit trouvée un jour. Alors la voici. Elle lut des passages choisis. L'aveu d'Antoine sur ce qu'il avait fait.
sa reconnaissance qu'il avait détruit la vie de Martine, son regret qui arrivait trop tard pour compter. Quand elle eut terminé, le silence dans la pièce était absolu. Monique brandit le carré de courte pointe. Martine Leclerc a fait ça. Elle voulait faire partie de cette communauté. Elle a brodé son nom, son espoir, sa prétention d'appartenir. Et vous, elle regarda la foule, vous l'avez découpé, tout comme quelqu'un l'a découpé de cette photographie. Vous l'avez effacé de votre histoire parce que c'était pratique, parce que des gens puissants le voulaient, parce que c'était plus facile que de défendre ce qui était juste. Elle posa doucement le carré de courte pointe. J'ai acheté la maison où Martine a vécu. J'ai trouvé son histoire, et maintenant je la lui rends. La question est, qu'allez-vous en faire? Pendant un long moment, personne ne bougea. Le poids de ce qu'ils avaient entendu semblait peser sur la pièce comme quelque chose de physique. Puis, lentement, les gens commencèrent à réagir. Un homme âgé à l'arrière se leva, le visage rouge. La famille Rousseau a construit cette ville. Ils ont donné des emplois, construit des infrastructures. Vous ne pouvez pas les juger pour une seule erreur. Une seule erreur? La voix de Pierre était tranchante. Ils ont détruit la vie d'une femme. Ils l'ont battue. Ils ont pris son enfant. Ils ont menacé quiconque essayait de l'aider. Ce n'est pas une erreur. C'est le mal. Une femme d'environ 70 ans, assise près du devant, leva la main. Je me souviens de mademoiselle Leclerc. J'étais dans sa classe pendant quelques mois avant qu'elle ne parte. Elle faisait de l'apprentissage une aventure. Sa voix vacilla. J'ai demandé à ma mère pourquoi elle était partie si soudainement, et ma mère m'a dit de ne jamais en parler. J'avais 7 ans, et je savais que quelque chose de terrible s'était passé, mais personne ne voulait me dire quoi. D'autres commencèrent à prendre la parole, partageant des bribes de souvenirs transmises par leur famille. Un homme dont le grand-père avait travaillé sur le domaine des Rousseau se souvint qu'on lui avait dit de ne pas s'approcher de la maison de l'institutrice. Une femme dont la mère faisait des ménages se souvint qu'elle était rentrée contrariée après avoir refusé de travailler au manoir des Rousseau, sans jamais expliquer pourquoi. Puis Charles Rousseau leva la main, et la salle se tut. Tout le monde se tourna pour le regarder. Son aide-soignant poussa son fauteuil roulant plus près du devant. Tout ce qu'ils vous ont dit est vrai, dit Charles, sa voix fine mais claire. Mon père a fait ces choses. Mon frère était complice. J'étais un lâche qui n'a rien fait pour les arrêter. Il regarda Pierre. Votre grand-mère méritait mieux que ce que ma famille lui a donné. Votre mère méritait de savoir d'où elle venait. Je suis désolé d'avoir gardé le silence si longtemps. Une femme d'une 60aine d'années se leva. Monique l'a reconnue du bistrot. Je suis Françoise Rousseau, la fille de Charles. Sa voix tremblait. Je ne connaissais pas toute la vérité jusqu'à aujourd'hui. Je savais qu'il y avait des secrets de famille, des choses dont on ne parlait pas. Mais je n'aurais jamais imaginé. Elle s'arrêta, se ressaisissant. J'ai honte de ce que ma famille a fait. Honte de ne pas avoir posé de questions plus insistantes. Honte qu'il ait fallu des étrangers pour nous faire affronter ça. Elle se tourna vers Pierre. Je ne peux pas défaire ce qui a été fait, mais je veux le réparer, aussi modestement que possible. Je financerai une bourse au nom de Martine Leclerc pour les mères célibataires poursuivant des études, pour les femmes qui ont besoin d'aide pour construire une vie meilleure. Des larmes coulaient sur son visage. Ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez, mais c'est quelque chose. Le geste sembla rompre une digue. D'autres commencèrent à offrir leur propre forme de réparation. Marie se leva et annonça que la bibliothèque créerait une exposition permanente en l'honneur de Martine, présentant son histoire pour que les générations futures sachent ce qui s'est passé. Un homme d'affaires local offrit de donner des fonds pour un mémorial. Quelqu'un suggéra de renommer l'école, actuellement nommée d'après Antoine Rousseau, en école communautaire Martine Leclerc. Tout le monde n'était pas d'accord. Une poignée de résidents plus âgés sortirent, marmonnant qu'on déterrait le passé et qu'on attaquait de bonnes familles. Mais la plupart restèrent, et beaucoup approchèrent Monique et Pierre par la suite pour partager leurs propres histoires de fois où les puissants avaient fait taire les vulnérables, où l'injustice avait été tolérée parce que parler semblait trop dangereux. Une femme âgée prit la main de Monique. Ma sœur est tombée enceinte en 1947, elle n'était pas mariée. La famille l'a envoyée loin, l'a forcée à abandonner le bébé. Elle n'a plus jamais été la même après. Elle a porté cette perte toute sa vie. Personne n'en parlait.
On était censé faire comme si ça n'était jamais arrivé. Elle serra la main de Monique. Merci de ne pas faire semblant. Pierre se tenait entouré de gens offrant leurs condoléances, partageant des souvenirs de sa mère, exprimant leur sympathie pour ce que sa grand-mère avait enduré. Monique le regarda accepter chaque offrande avec grâce, vit comment le fardeau qu'il portait semblait s'alléger à chaque reconnaissance, chaque validation que ce qui était arrivé à Martine comptait. La réunion dura plus de 3 heures. Quand enfin les gens commencèrent à partir, promettant d'assister aux futures réunions sur le mémorial et l'exposition, Monique se sentit épuisée, mais plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ils l'avaient fait. Ils avaient raconté l'histoire de Martine. Ils avaient obligé les gens à écouter. Marie s'approcha alors qu'il rangeait les documents. « Je vous dois des excuses, dit-elle. Quand vous êtes venu poser des questions, j'ai essayé de vous faire taire. Je protégeais la réputation de la ville, ou c'est ce que je me disais. En réalité, j'étais juste une lâche comme tout le monde. Vous avez aidé quand ça comptait, dit Monique. C'est ça l'important. Charles demanda à leur parler avant de partir. Son aide-soignant le rapprocha, et il leur fit signe de s'approcher. Il y a autre chose, dit-il doucement. Quelque chose que j'aurais dû vous donner avant. Dans les papiers de mon père, il y avait une lettre de Martine, écrite après son départ de Provence. Il l'a gardée, n'y a jamais répondu. Je pense que vous devriez la voir. L'aide-soignant de Charles récupéra une enveloppe d'un sac attaché à son fauteuil roulant. Le papier était jauni, le cachet de la poste daté de décembre 1953, envoyé de Saint-Malo, Bretagne. Charles la tendit à Pierre avec des mains tremblantes. J'ai trouvé ça il y a 20 ans en triant les affaires de père après la vente de la maison. J'aurais dû la détruire ou j'aurais dû en faire quelque chose. Au lieu de ça, je l'ai gardée. Une autre pièce de culpabilité que j'ai portée. Il regarda Pierre avec des yeux fatigués. Peut-être que ça vous aidera à mieux la comprendre. Ou peut-être que ça vous mettra juste plus en colère contre nous. Quoi qu'il en soit, elle est à vous maintenant. Pierre ouvrit soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule page écrite de la main familière de Martine. Il la lut à voix haute, sa voix s'accrochant à certains mots. « Monsieur Rousseau, je vous écris pour vous demander une seule chose. Pas pour moi. Je comprends que je ne serai plus jamais la bienvenue en Provence, et je l'accepte. Mais pour mon fils. Un jour, quand il sera grand, lui parlerez-vous de moi? Dites-lui que je l'aimais. Dites-lui que je n'ai jamais voulu l'abandonner. Dites-lui que sa mère n'était pas ce que vous avez fait croire à tout le monde. J'étais juste jeune et amoureuse, et assez stupide pour penser que cela comptait plus que l'argent et le pouvoir. Dites-lui que je suis en Bretagne s'il veut un jour me trouver. Dites-lui que je l'attendrai toujours. Je n'attends pas de pardon pour demander cela. Je sais ce que vous pensez de moi. Mais s'il vous plaît, pour son bien, donnez-lui la vérité. Martine Leclerc. Les mains de Pierre tremblaient en pliant la lettre. Il ne l'a jamais dit à ma mère. Il a gardé cette lettre et ne lui a jamais rien dit. Elle aurait pu trouver Martine. Elles auraient pu se connaître. Le visage de Charles se décomposa. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. L'aide-soignant emmena Charles, et Pierre resta là, tenant la lettre, son expression un mélange de chagrin et de rage. Monique lui toucha doucement le bras. Elle n'a jamais perdu espoir, dit-elle. Jusqu'à la fin, elle a cru qu'il pourrait la trouver. C'est à ça que ressemble l'amour. Ils quittèrent la bibliothèque alors que les ombres du soir s'allongeaient sur la rue principale de Beauvallon. Pierre suggéra qu'ils se rendent à la maison de campagne, et Monique accepta. Ils avaient besoin d'espace pour digérer tout ce qui s'était passé. À la maison, ils s'assirent sur le porche alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. La vallée s'étendait devant eux, paisible et vaste. Il était difficile d'imaginer que la violence avait eu lieu ici, que Martine avait vécu dans la peur dans ce bel endroit. Et maintenant? Demanda finalement Pierre. Nous avons raconté l'histoire. Les gens ont écouté, certains d'entre eux en tout cas. Françoise met en place la bourse. La bibliothèque fait une exposition. Mais ça ne semble toujours pas suffisant. Peut-être parce que rien ne peut être suffisant, dit Monique. Nous ne pouvons pas rendre à Martine son fils. Nous ne pouvons pas rendre à ta mère son histoire. Nous ne pouvons pas annuler 70 ans de silence.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous assurer qu'on se souvienne d'eux et que ce qui leur est arrivé compte pour ceux qui viendront après. Pierre hocha lentement la tête. Je veux visiter sa tombe en Bretagne. Viendras-tu avec moi? Bien sûr. Ils planifièrent le voyage pour la semaine suivante. Entre-temps, la nouvelle de la réunion se répandit au-delà de Beauvallon. Un journaliste de Lyon appela, demandant à écrire un article. Un historien de l'université régionale prit contact, intéressé par la documentation du cas de Martine dans le cadre d'un projet plus large sur les droits des femmes dans les années 1950. L'histoire prenait de l'ampleur au-delà de ce que Monique avait imaginé. Françoise Rousseau visita la maison de campagne 3 jours plus tard, apportant des plans d'architecte. « J'aimerais aider à restaurer cet endroit, dit-elle. En faire quelque chose qui honore Martine. Pas en guise de pénitence, je sais qu'il est trop tard pour ça, mais en guise de reconnaissance. Elle méritait un foyer. Assurons-nous qu'elle en ait un, même si ce n'est que dans la mémoire. » Monique fut touchée par l'offre, mais voulait l'avis de Pierre. Ils examinèrent les plans ensemble, transformant la maison en un centre de ressourcement pour les femmes en difficulté, comme ils en avaient discuté. Un endroit où les femmes pourraient trouver sécurité, soutien et temps pour reconstruire leur vie. Le financement de Françoise rendrait cela possible. Oui, dit fermement Pierre. Faisons-le. Faisons de cet endroit tout ce qu'il aurait dû être pour Martine. Ils se serrèrent la main, convenant d'aller de l'avant dès leur retour de Bretagne. La veille du voyage, Monique parcourut la propriété une dernière fois, disant un adieu silencieux à la version d'elle-même qui était arrivée ici pour la première fois. Cette femme avait été perdue, invisible, résignée à une petite vie. La femme qui partait demain était différente, déterminée, connectée, nécessaire. Elle se tint près du puits et leva les yeux vers les étoiles. « Merci, dit-elle doucement, ne sachant pas très bien si elle parlait à Martine ou à une force plus grande qui l'avait amenée ici. Merci de m'avoir laissé te trouver. Merci de m'avoir donné quelque chose pour lequel compter. » Le vent soufflait dans l'herbe, transportant l'odeur du thym. Et à ce moment-là, Monique ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies. Le contentement. Non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'elle faisait un travail qui comptait, honorant une vie qui méritait d'être honorée, étant exactement celle qu'elle était censée être. Le cimetière de Saint-Malo se trouvait sur une colline surplombant la Rance. C'était début septembre, 3 mois après que Monique ait ouvert le puits pour la première fois, et les arbres de Bretagne commençaient à peine à montrer des touches de couleur automnale. Monique et Pierre marchèrent lentement à travers les rangées de pierres tombales, suivant les indications du bureau du cimetière. Ils trouvèrent la tombe de Martine dans la partie la plus ancienne, sous un érable. La pierre était simple. Martine Leclerc, 1930 à 1998, enseignante, lectrice, chercheuse. Aucune mention de famille, aucun parent survivant listé, juste une femme qui avait vécu discrètement et était morte seule. Pierre s'agenouilla et déposa des fleurs sur la tombe, des lys, choisies délibérément. « Bonjour, grand-mère, dit-il doucement. Je suis ton petit-fils. Je suis désolé que nous ayons mis si longtemps à nous rencontrer. » Monique se tenait en retrait, lui laissant son intimité, mais des larmes coulaient sur son propre visage. La tragédie de la situation était accablante. Cette femme qui avait tant aimé, qui s'était tant battue, enterrée ici sans personne pour la pleurer, personne pour porter sa mémoire. Jusqu'à maintenant. Pierre parla longtemps à Martine, lui racontant sa mère, sa vie, la découverte de son histoire. Il lui parla de la réunion à Beauvallon, de la bourse de Françoise, du centre de ressourcement qu'il construisait à la maison de campagne. Il lui dit qu'on se souvenait d'elle maintenant, que sa voix avait enfin été entendue, que ce qui lui était arrivé comptait. Quand il eut terminé, Monique s'approcha et s'agenouilla à côté de lui. « Martine, dit-elle. Je suis Monique. J'ai trouvé ta sacoche. J'ai trouvé tes mots. Merci d'avoir cru que quelqu'un se soucierait assez pour écouter. Merci pour ton courage. » Elle fit une pause. « J'étais perdu quand je suis arrivé en Provence. Je ne le savais pas à l'époque, mais j'avais autant besoin de toi que tu avais besoin que quelqu'un te trouve. Nous nous sommes sauvés l'une l'autre, je crois. » Ils restèrent plus d'1 heure, simplement assis avec Martine, sentant la paix de l'endroit. Avant de partir, Pierre plaça un dernier objet sur la tombe, une photographie de sa mère, Isabelle, prise quand elle était jeune. « Elle était belle, dit-il. Elle avait tes yeux.
Je pense que vous vous seriez aimé. Ils visitèrent ensuite la maison d'enfance de Martine, une modeste maison dans une rue bordée d'arbres, maintenant occupée par une jeune famille. Ils n'entrèrent pas, se contentèrent de rester sur le trottoir à la regarder, imaginant Martine grandir là, rêvant de la vie qu'elle aurait. Une bibliothécaire de la bibliothèque municipale les aida à trouver de vieux annuaires montrant Martine au lycée. Une jeune fille sérieuse aux yeux réfléchis, membre du club de débat et de la revue littéraire. Elle était réelle, dit Pierre, tenant l'annuaire. Pas seulement une victime, pas seulement une histoire. C'était une vraie personne avec des rêves, des talents et un avenir qui lui a été volé. Avant de quitter la Bretagne, ils rencontrèrent un avocat pour créer la fondation commémorative Martine Leclerc, financée initialement par le don de Françoise Rousseau, mais ouverte aux contributions d'autres personnes. La fondation gérerait le programme de bourse, financerait le centre de ressourcement et soutiendrait d'autres initiatives aidant les femmes en situation de vulnérabilité. Le retour en Provence prit 3 jours. Ils s'arrêtèrent dans de petites villes, partagèrent des repas dans des bistrots, parlèrent de tout et de rien. Monique raconta à Pierre son mariage avec Henri, les années qu'elle avait passées à se sentir invisible. Pierre partagea des histoires sur sa mère, sur les questions qu'elle avait posées sur ses origines, sur le fait qu'elle avait toujours senti qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Elle aurait adoré savoir tout ça, dit Pierre alors qu'ils entraient en Provence. Ça aurait fait mal de savoir ce qui est arrivé à Martine, mais elle se serait sentie complète, ayant enfin son histoire. Tu la portes pour elle maintenant, dit Monique. C'est ce que font les enfants. Poursuivre ce que leurs parents n'ont pas pu finir. Quand ils arrivèrent à la maison de campagne, ils trouvèrent que les travaux avaient déjà commencé. Une équipe de construction réparait le toit, remplaçait les planches pourries, renforçait les fondations. Françoise avait engagé les entrepreneurs et supervisé personnellement le projet. Elle les accueillit avec un sourire fatigué. « Je suis venue ici tous les jours, dit-elle. Ça me semble important. Comme si, peut-être, si je travaille assez dur sur ça, je peux équilibrer une petite partie de ce que ma famille a détruit. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils ont fait, lui dit Monique. Peut-être pas, dit Françoise. Mais je suis responsable de ce que je fais maintenant. Et je choisis ça. Au cours des mois suivants, la propriété se transforma. La maison fut restaurée avec une attention particulière aux détails d'époque, la rendant confortable tout en honorant son histoire. La grange fut reconstruite en un espace de réunion et une bibliothèque. Le puits fut nettoyé et restauré, avec une couverture en verre protégeant le message gravé de Martine et une plaque racontant son histoire. Une pierre commémorative se dressait près du puits, gravée des mots que Pierre avait choisis. Martine Leclerc, 1930 à 1998. Mère, enseignante, aimée. Son histoire retrouvée. La ville de Beauvallon subit sa propre transformation. L'exposition de la bibliothèque sur Martine ouvrit en novembre, attirant des visiteurs de toute la région. Le conseil scolaire local vota pour renommer l'école primaire Antoine Rousseau en école communautaire Martine Leclerc. Marie travailla avec des historiens pour s'assurer que l'histoire de Martine soit incluse dans l'histoire officielle du département. Plus effacée ni oubliée. Monique s'installa définitivement dans la maison, en faisant son foyer d'une manière qu'elle ne s'était jamais sentie chez elle nulle part ailleurs. Son divorce d'avec Henri fut finalisé sans drame ni amertume, juste une reconnaissance silencieuse qu'ils étaient arrivés au bout de quelque chose qui avait cessé d'avoir un sens des années auparavant. Ses enfants lui rendirent visite à Noël, surpris par le changement chez leur mère, mais l'acceptant. « Tu as l'air heureuse, maman, » dit sa fille. « Vraiment heureuse. Je ne pense pas t'avoir jamais vue comme ça. » Monique réalisa que c'était vrai. À 61 ans, elle avait trouvé le but qu'elle avait cherché toute sa vie. Elle était la directrice du centre de ressourcement, accueillant des femmes qui avaient besoin d'un endroit sûr pour guérir et se reconstruire. Elle était la gardienne de l'histoire de Martine, faisant des visites et des conférences sur ce qui s'était passé ici. Elle était une amie pour Pierre, pour Marie, pour Françoise, des gens qui étaient devenus une famille d'une manière que ses parents de sang n'avaient jamais réussi. Le centre de ressourcement ouvrit officiellement en mai, un an après que Monique ait enchéri pour la première fois sur la propriété. La cérémonie d'inauguration attira plus de 200 personnes, y compris des responsables de la capitale régionale, des représentants d'organisations féminines et de nombreuses personnes qui avaient assisté à cette première réunion difficile à la bibliothèque. Pierre prit la parole, sa voix forte et claire. Cet endroit était censé être un secret, un cimetière pour une vérité dérangeante.
Mais les secrets ont tendance à refaire surface un jour ou l'autre. Ma grand-mère, Martine Leclerc, a vécu ici brièvement en 1952. Elle a aimé, elle a espéré, elle s'est battue pour son enfant. Elle a été battue pour son courage et forcée au silence. Mais sa voix n'a pas été perdue. Elle attendait simplement. Attendait que quelqu'un se soucie assez pour écouter. Il regarda Monique, debout près de la pierre commémorative. Cette personne, c'était Monique Dubois. Elle est arrivée ici par hasard, ou peut-être par quelque chose de plus que le hasard. Elle a trouvé l'histoire de Martine et la lui a rendue. Et ce faisant, elle nous a tous donné une chance d'être meilleurs que nous n'étions, d'affronter notre histoire honnêtement, d'honorer les femmes que nous n'avons pas su protéger. Françoise parla ensuite, annonçant que la bourse Martine Leclerc avait attribué ses premières subventions à 5 femmes poursuivant des études tout en élevant seuls leurs enfants. Elle décrivit la mission du centre de ressourcement, les programmes qu'ils offriraient, les femmes qu'ils espéraient aider. Marie lut des passages du journal de Martine qui montraient son espoir et sa détermination. Ces mots comptent, dit-elle. Ils comptent parce qu'ils prouvent que Martine a existé, qu'elle a aimé, qu'elle méritait mieux. Chaque femme qui viendra ici se tiendra sur les épaules de Martine, bénéficiera du fait que son histoire soit racontée. Alors que la cérémonie se terminait et que les gens se mêlaient, mangeant des plats de restaurants locaux et explorant les bâtiments restaurés, Monique se retrouva seule un moment près du puits. Elle regarda à travers la couverture envers le message gravé. Pour Thibaut, si jamais tu rentres à la maison. Il était rentré à la maison, d'une certaine manière. À travers Pierre, à travers les gens qui connaissaient et honoraient maintenant l'histoire de Martine. Thibaut et Isabelle étaient enfin rentrés à la maison. La boucle était bouclée. Pierre la rejoignit, portant 2 verres de citronnade. Ils se tinrent ensemble dans un silence confortable, regardant le soleil commencer sa descente vers les montagnes. « Le regrettes-tu parfois » demanda Pierre. « D'avoir acheté cet endroit ? D'avoir ouvert ce puits ?» Monique réfléchit à la question. 1 an plus tôt, elle vivait une demi-vie, invisible même à ses propres yeux. Maintenant, elle se tenait sur une terre qui comptait, faisant un travail qui comptait, entourée de gens qui la voyaient et l'appréciaient. Elle pensa à Martine, à l'étrange connexion entre 2 femmes, séparées par des décennies mais unies dans leur recherche de sens et de but. Non, dit-elle finalement. Je ne regrette rien de tout ça. Je pense que c'est ce que j'étais censé faire. Je pense que Martine et moi avions besoin l'une de l'autre. Elle pour être trouvée, moi pour avoir quelque chose qui vaille la peine d'être trouvé. Tu lui as rendu sa voix, dit Pierre. Tu as donné à ma mère son histoire. Tu m'as donné ma grand-mère. Il sourit. Et je pense qu'elle t'a donné toi-même. Monique hocha la tête, sentant la vérité de ces mots. Elle était venue en Provence à la recherche d'un nouveau départ, d'une seconde chance dans la vie. Ce qu'elle avait trouvé était bien plus. Un but, une mission, une raison de compter. Elle avait trouvé Martine Leclerc, et en la trouvant, elle avait trouvé Monique Dubois. Alors que l'obscurité tombait sur la vallée, les lumières s'allumèrent dans la maison de campagne, chaleureuse et accueillante. Les femmes arrivées plus tôt dans la semaine pour les premiers programmes du centre se rassemblèrent sur le porche, leur voix portée par l'air du soir. Cet endroit qui était resté vide et hanté si longtemps était de nouveau vivant, remplissant le but qu'il était toujours censé servir. Un foyer, un sanctuaire, un endroit où les femmes pouvaient être en sécurité, vues et valorisées. Monique se dirigea vers la maison, Pierre à ses côtés, prête pour la suite. Derrière elle, la pierre commémorative captait la dernière lumière du jour. Le nom de Martine brillait, pas oublié, plus jamais oublié. Remémoré, honoré et aimé, exactement comme elle le méritait. Le puits ne contenait plus de secrets maintenant. Tout ce qui était caché avait été mis en lumière. Et dans cette lumière, 2 femmes, une vivante et une disparue, avaient enfin trouvé ce qu'elles cherchaient depuis toujours. Un endroit où elles comptaient, où leurs histoires valaient la peine d'être racontées, où elles étaient plus que de simples noms sur des documents oubliés. Elles étaient réelles. Elles étaient importantes. Elles étaient chez elles.